Ok, merci, vous me rassurez du coup, être nombreux à parler. C'est très déstabilisant de ne pas vous voir. Je ne peux pas vous entendre effectivement et je ne peux pas vous voir, non, je vois juste les noms qui défilent dans le chat. Voilà, et en fait, j'ai peut-être un moyen de vous voir, mais honnêtement, c'est une plateforme que je ne connais pas. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint affiché? Ok, merci. Alors, j'ai pas mal d'infos à vous faire passer, donc on va pas traîner. Je vais essayer de tout faire rentrer dans 1 heure, mais voilà, je vous préviens tout de suite, ça va être assez dense. Euh, J'espère que ça vous intéressera quand même. Je vais essayer de faire au plus simple. Donc, ce soir, on va parler de l'alimentation chez l'enfant. Alors, plutôt à partir de 1 an. Après, je vous donne des recommandations sur le 1-3 ans parce que c'est vrai que mon public aujourd'hui, c'est principalement des crèches. Mais en fait, les recommandations que je vais vous donner, de toute façon, sont adaptées à tous les âges de la vie, donc même pour les enfants plus grands et de toute façon, même pour les adultes, dans pas mal de choses. Même si j'axe beaucoup pédiatrie, les vérités sont quand même les mêmes pour toutes. Euh, voilà, donc on verra les besoins à tous les âges, hein, au niveau des quantités recommandées, de la qualité des apports en fonction de l'âge de l'enfant, de l'âge ou du poids de l'enfant. Sachant que pour ça, voilà, je vais vous donner des grandes recommandations, mais moi je suis pas très axée quantité parce que je suis aussi, enfin, voilà, on sait aussi que l'enfant il est beaucoup plus à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses sensations que l'adulte. Et du coup, on va plutôt se fier voilà, à l'attitude de l'enfant par rapport à ça. Et par contre, pour chaque du coup, nutriment, on fera à chaque fois un lien avec quel est l'intérêt du coup pour la croissance de l'enfant et pour sa santé. Et on terminera en parlant de tout ce qui va être assez rapidement, hein, de tout ce qui va être refus alimentaire, la sélectivité, les petits appétits ou les enfants qui mangent beaucoup. À partir de quand est-ce qu'on s'inquiète? Voilà pour le programme de ce soir. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en live. Je pense que je répondrai peut-être pas au fur et à mesure, je répondrai à la fin. Et si vous avez des questions auxquelles je peux pas répondre, à la fin du PowerPoint, vous aurez un numéro et une adresse mail, vous pouvez envoyer pour demander mes coordonnées et me contacter directement, du coup, si vous avez des questions
par derrière. Je me présente pas parce que vous avez ma présentation dans le lien d'inscription. Voilà, beaucoup de des recommandations que je vous donne ce soir vient d'un guide qui s'appelle mangerbouger.fr que je vous présente quand même, voilà, qui a été fait par le gouvernement, enfin par la Haute Autorité de Santé, dernièrement, qui reprend, toutes les grandes recommandations. Il y a pas mal de trucs à prendre. Il est très bien fait, donc je vous encourage à aller le voir. On le trouve aussi sur le site des 1000 premiers jours. Voilà, comme je vous le disais, je donne des recommandations générales, mais n'oubliez pas, et c'est extrêmement important, que chaque enfant est unique. Donc que vous soyez professionnel à la petite enfance ou parent, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qu'on dit en vous disant que si c'est bon pour l'enfant d'à côté, ce sera bon pour le vôtre. Non, pas forcément. Vous avez aussi votre propre rythme familial, votre propre caractère. Il y a ceux qui aiment bien cuisiner, ceux qui aiment pas, ceux qui habitent en ville, ceux qui habitent dans la campagne avec un jardin. Donc bien sûr, voilà, après il faut apprendre à relativiser tout ce qu'on vous dit. Le but, c'est pas de suivre à la carte, les recommandations qu'on peut vous donner. Et aussi, j'insiste sur quelque chose, c'est que je vais beaucoup insister sur effectivement tout ce qui est sain aujourd'hui, donc tout ce qui va être, bio, tout ce qui va être complet, tout ce qui va être semi-complet, le cuisiné maison, le frais. Bien évidemment, tout ça, c'est pas forcément possible tous les jours. Il y a des et voilà, je vais insister beaucoup sur ce qui est sain, mais enfin, à partir du moment où vous faites pas d'excès sur le reste, ce n'est absolument pas grave, d'accord? Voilà, même si je vais vous dire, qu'on essaye de limiter le sucre, l'enfant, le jour où il a l'anniversaire d'un copain et qu'il mange énormément de bonbons, si c'est occasionnel, bien sûr, ce n'est absolument pas grave, on fait juste attention par derrière. Voilà. Quelques règles d'or. Déjà la base de la base de la base, c'est qu'on va toujours au plus simple, d'accord? On verra un peu dans quoi est-ce que ça va se décliner concrètement parlant, mais dans les repas de l'enfant, on va toujours au plus simple. On arrête de se compliquer la tâche, on arrête de se prendre la tête sur tout ce qui est, lié à la pédiatrie aujourd'hui, hein, parce qu'on a 1 milliard de recommandations. Tant que vos enfants sont bien portants, ne vous inquiétez pas, faites au plus simple et au plus accessible pour vous. Heu Essayez toujours de privilégier la qualité des aliments à la quantité. Voilà, on en parlera par exemple sur les aliments semi-complets. C'est des aliments qui sont beaucoup plus nourrissants pour l'enfant. On n'est pas obligé d'avoir la même quantité d'aliments. Ce qui est important, c'est vraiment de miser sur la qualité de ce que vous apportez aux enfants. On essaye d'instaurer un rythme et des repères. Alors, c'est dès l'âge de 8 mois qu'on recommande en général de passer sur 4 repas par jour, éventuellement une tétée la nuit si l'enfant est encore allaité, s'il en a encore besoin. Mais sinon, voilà, on essaie au maximum d'instaurer des repères pour que le corps de l'enfant, son métabolisme s'habitue aussi, à avoir des repas, à un rythme fixe et pour éviter tout ce qui va être grignotage. On proscrit formellement tout ce qui est écran pendant le repas, hein, qu'on soit enfant ou adulte. Les repas, c'est des temps d'échange. On essaye de manger en pleine conscience, hein. L'assimilation des aliments, elle se fait aussi avec le rapport qu'on a à la nourriture. Donc si on est complètement détaché de ce qu'on mange, on risque pas assimiler grand-chose. Mon but aussi, et c'est là-dessus que je fais beaucoup de prévention, c'est d'essayer d'éduquer l'enfant dès qu'il est tout petit à bien se nourrir, comme étant la base de sa santé. Voilà, ne pas attendre que, la maladie s'installe et qu'elle soit là pour prendre un médicament et la soigner, mais en fait essayer dès qu'on est tout petit de comprendre que, bah, la prévention et la santé, ça vient déjà d'abord par la nutrition, par l'hygiène de vie et du coup beaucoup par l'alimentation. D'où le fait que je vais beaucoup insister ce soir sur, voilà, le pouvoir de certains nutriments sur, telle ou telle, fonction organique. On fait attention à tout ce qui va être sucre caché, hein. Les enfants, c'est une grande, grande, grande cible marketing, donc soyez extrêmement vigilants en tant que parents par rapport à ça. Et aussi, voilà, ce que je vous recommande aussi, c'est de ne pas forcer les enfants à manger, hein, sinon ça crée soit des troubles alimentaires, petits, soit voilà des refus de certains aliments. Vous pouvez les inciter, vraiment à goûter, au moins à goûter, d'accord? Mais ne les forcez pas à finir leur assiette quand ils aiment pas. Nous aussi adultes, on a des goûts, il y a des choses qu'on n'aime pas, sauf qu'en tant qu'adulte, on a le droit de choisir ce qu'on mange ou pas. Par contre, quand un enfant ne veut pas manger d'un aliment, on ne compense pas. Voilà, on l'habitue pas à refuser quelque chose et à vouloir autre chose. Ça veut dire que s'il veut pas quelque chose, bah, il est pas obligé de le manger, il mangera plus au repas suivant, mais il va pas avoir plus de dessert à ce moment-là. Alors, je vais commencer par, la tête de ligne de la nutrition infantile qui sont les produits laitiers. En France, on aime bien les produits laitiers, on aime beaucoup parler des produits laitiers chez les enfants, on n'arrête pas de le dire. Voilà, il y a un peu moins de pub maintenant, mais c'est quand même, un grand point de vigilance, dans la petite enfance. Donc les produits laitiers dont je vais parler là, ça inclut le lait maternel ou, le lait de vache, de chèvre ou de brebis, mais en tout cas les laits animaux, pas les laits végétaux. J'ai mis entre parenthèses plus digeste à côté du lait de brebis, parce que le lait de brebis a des protéines du coup qui sont plus faciles
à absorber et vous avez des enfants qui, sans être dans une intolérance, digèrent pas forcément très bien le lait de vache. Parfois, ils peuvent digérer un petit peu mieux le lait de brebis. Voilà. C'est un peu moins facile à trouver, mais c'est juste un petit détail. Je fais du coup un rapide point sur le lait de croissance. Le lait de croissance, du coup, on en a en général à partir de 1 an. Il n'est absolument pas indispensable. Si vous voulez, il y a une réglementation, européenne qui est et française, qui est extrêmement stricte sur la composition des laits premier âge et du lait deuxième âge pour les enfants. Ce qui fait que quelle que soit la boîte de lait que vous prenez, vous aurez globalement la même composition. Hem, mais sur le lait de croissance, vous n'avez aucune réglementation européenne. Vous avez juste une petite réglementation française, mais qui est assez légère, ce qui fait que les industriels peuvent, en fait, en faire un peu ce qu'ils veulent. Ils font attention, hein, je ne suis pas en train de dire que l'industrie agroalimentaire, c'est toujours catastrophique, mais il y a souvent du sucre ajouté. Voilà, et en fait, c'est quoi? C'est un lait qui est transformé, auquel on va ajouter, des vitamines et des minéraux, mais du coup, ça reste un lait transformé. Donc si vous avez un enfant qui a plus d'1 an et qui mange de tout, il y a absolument aucun intérêt à lui donner le lait de croissance. Il vaut mieux passer sur un lait de vache classique. Voilà, si vous avez un enfant qui a un petit appétit, et qui ne mange pas facilement, de tout, n'hésitez pas à lui donner le lait de croissance parce que dans ces cas-là, vous aurez des apports en fer et en vitamine C en plus. Hem alors, tout ce qui va être, yaourt, fromage blanc, beurre aussi appartient aux produits laitiers et donc les recommandations, c'est de garder un apport de 500 millilitres jusqu'à l'âge de 3 ans. Par contre, on ne dépasse surtout pas 800 millilitres par jour. Il faut savoir que si vous prenez trop de produits laitiers, donc trop de calcium, ça inhibe l'absorption de la vitamine D dont on parlera après et dans l'autre sens, c'est la même chose, quand on prend trop de vitamine D, on inhibe l'absorption du calcium. Voilà, faut pas oublier non plus que, tous ces toutes ces molécules-là, elles ont des interactions les unes entre les autres. Pour les questions, j'en vois dans le chat, mais je vais pas y répondre parce que je vais pas y répondre dans le chat directement parce que je veux avancer. Mais du coup, j'essaierai d'y revenir après et sinon notez-les et si j'ai pas le temps d'y répondre ce soir, voilà, n'hésitez pas, à les poser après coup. Vous avez une adresse mail, qui sera donnée à la fin où vous pouvez avoir mon numéro enfin, vous pouvez demander mon numéro du coup. Alors, autre chose sur le lait, quand on passe sur du lait de vache, privilégiez le lait entier. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas encore toujours, très bien su. Le lait entier, il apporte, des bons gras pour les enfants. Les enfants, ils ont beaucoup plus besoin d'apport de gras que l'adulte, et surtout dans le lait entier, vous avez les enzymes qui permettent de digérer beaucoup mieux, les vitamines et qui permettent de beaucoup mieux digérer le lactose. Donc n'hésitez pas à passer sur du lait entier. Si c'est un petit peu lourd pour l'enfant, vous le diluez avec de l'eau, d'accord? Mais le lait demi-écrémé, c'est pas comme du lait entier dilué avec de l'eau, c'est du lait sur lequel on a enlevé la crème. Donc il vaut mieux privilégier un lait entier qu'on dilue avec de l'eau, plutôt qu'un lait demi-écrémé. On proscrit formellement le lait écrémé chez l'enfant, d'accord? Donc les yaourts et le lait et les fromages blancs, tout ça, passez sur du lait entier, éventuellement du lait demi-écrémé, mais si possible du lait entier. Voilà, juste quelques petits rappels. Un yaourt, c'est 50 grammes de fromage blanc et c'est égal à peu près 150 ou 200 millilitres de lait. Voilà, ça c'est pour, quand vous voulez compter sur les apports, laitiers dans la journée. Il y a aucun intérêt à avoir, des yaourts, bébés. Vous savez les yaourts, qui se mettent pas au frais là? J'appelle ça des yaourts vache qui rit parce que ça se conserve pas au réfrigérateur. Ça peut être très pratique effectivement quand vous êtes en déplacement. Au quotidien, il y a pas besoin. En plus, ils sont très souvent aromatisés. Donc pas vraiment aucune utilité, passer sur des yaourts nature classiques. Pareil sur du nature, d'accord? Ça j'insiste et j'insiste, évitez tout ce qui va être yaourt aromatisé, lait d'aneth, tout ça, voilà, ça c'est ponctuel, mais surtout pas au quotidien. Habituez le plus possible l'enfant à manger nature et pas à s'habituer au goût du sucre. Parce que s'il s'habitue au goût du sucre quand il est tout petit, plus il va grandir, plus il va vouloir du sucre et on le sait, le sucre, ça a quand même pas mal d'effets néfastes. 20 grammes de fromage, c'est égal à peu près 150 ou 200 millilitres de lait et on évite d'endormir l'enfant au sein. Donc je rebondis juste sur la question qui demandait pour un biberon le soir, ça je répondrai plus tard, mais par contre on évite d'endormir l'enfant sur un biberon ou au sein, parce que déjà ça va favoriser les caries précoces et en plus ça peut entraîner, d'autres problèmes au niveau du sommeil. C'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas évitez vraiment. Si vous donnez un biberon le soir, on le donne à la fin du repas, hein, comme un dessert ou comme pour terminer le repas mais pas au moment de coucher l'enfant. Je suis chez des enfants qui ont plus de 1 an, d'accord? Pas sur des enfants qui sont pas encore complètement réglés au niveau du rythme alimentaire. Oui, merci pour le commentaire qui dit que certaines marques vendent des yaourts goût nature alors qu'ils contiennent du sucre. Ça, c'est très bien de le signaler. J'en parlerai un petit peu après de tout ce qui va être, marketing, alimentaire chez les enfants.
Alors, pour, le 500 millilitres, hein, je réponds juste à ça. J'ai dit là, je parle surtout de l'alimentation à partir de 1 an. La diversification alimentaire, je l'avais déjà fait. Donc là, je suis plutôt sur à partir de 1 an et là, on est sur, beaucoup plus de lait du coup parce que, il a pas encore beaucoup d'autres apports. Voilà. Alors, les intérêts nutritionnels des produits laitiers, parce que même s'ils sont quand même, en même temps beaucoup décriés parce qu'on a beaucoup d'intolérances, ils restent quand même importants. Déjà, ils apportent et ça vous le savez, du calcium pour la croissance osseuse. Le calcium, c'est indispensable pour tout ce qui va être, les os et les dents aussi également, mais il ne sera absorbé que si on a de la vitamine D. J'en parlerai après de la vitamine D. Il apporte aussi du phosphore, donc pour tout ce qui est dentition et croissance, c'est aussi extrêmement important. Il apporte du magnésium. Le magnésium, c'est la base de toutes les réactions organiques, d'accord? Et c'est ce qui permet aussi la détente. Donc c'est pour ça qu'on a aussi, l'idée de donner souvent, un biberon le soir, parce qu'effectivement le lait le soir peut aider l'enfant à se relaxer. Il apporte de la vitamine B12. Cette vitamine-là, elle est indispensable pour tout ce qui va être, globules rouges, fer et du coup immunité. De la vitamine A qui est aussi bonne pour l'immunité, mais pour le développement de la vision et de la vitamine D. Donc voilà, donc ça a quand même plein d'avantages, les produits laitiers. Attention, parce qu'en excès, ça peut devenir pro-inflammatoire. Donc c'est ce que je vous disais, on ne dépasse pas les 800 millilitres par jour. Ça va avoir un impact sur l'immunité parce que ça va avoir un impact sur la barrière intestinale. Ça peut apporter aussi beaucoup de protéines. Donc si on dépasse trop les produits laitiers et qu'en parallèle l'enfant a d'autres protéines, on va abîmer aussi le fonctionnement de ses reins. Donc on fait attention à ne pas dépasser les 800 millilitres par jour et on a aujourd'hui beaucoup de problèmes d'intolérance aux protéines de lait de vache, qui sont dus au fait que justement les enfants ont énormément de lait qui est de plus en plus transformé, hein. Je vous parlais du fait que le lait entier est beaucoup mieux absorbé que le lait demi-écrémé. Si vous prenez du lait justement, entier, on réduit ces problèmes d'intolérance parce que du coup, tout ça va être un peu mieux absorbé. On ne confond pas l'intolérance au lactose et l'intolérance aux protéines de lait de vache, donc voilà, donc faites attention. L'intolérance au lactose, c'est juste un problème de digestion et dans ces cas-là, vous avez des laits sans lactose qui existent, alors que l'intolérance aux protéines de lait de vache, ça met en jeu une réaction immunitaire dans l'organisme et ça ne sert à rien de prendre un lait sans lactose, pour un enfant qui est allergique aux protéines de lait de vache. Vous aurez exactement la même réaction. Alors, sur tout ce qui va être, fruits et légumes, donc ceux-là, ils sont à volonté, particulièrement les légumes. On privilégie au maximum le bio et le local. Si vous avez des légumes qui sont non bio, vous les épluchez parce que la majorité des pesticides se met dans la peau des légumes, d'accord? Donc vous les épluchez absolument. Si vous n'êtes pas sur du bio, si on est sur du bio, vous pouvez les laver. Et le local aussi, alors ça, il y a une dimension écologique, mais il y a aussi une dimension qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on grandit dans un environnement spécifique. Notre corps s'habitue à un environnement spécifique. On le voit bien quand on voyage, hein. En général, quand on voyage et qu'on mange de la nourriture étrangère, on peut tomber malade. Bah, là, c'est pareil, voilà, notre corps, il est fait pour vivre à l'endroit où on grandit. Donc c'est pour ça qu'on essaye au maximum de privilégier tout ce qui est fruits et légumes locaux. C'est ce qu'on va le mieux absorber et qui va être le meilleur pour l'organisme. À proposer cuit et cru, d'accord? Les 2 ont des intérêts et on n'hésite pas à diversifier dans les assiettes les légumes, hein. Il y a des études qui ont montré aussi chez les enfants, qui ne mangent pas du tout de légumes, ce qui est souvent le cas vers l'âge de 2 ans. On a beaucoup d'enfants qui sont récalcitrants aux légumes, que plus il y a de couleurs dans leur assiette, plus il y a de formes et plus il y a de diversité, plus ils vont les manger. Les 800 millilitres, c'est aussi pour le lait maternel effectivement, à partir de 1 an. L'enfant n'a plus besoin d'autant de lait, d'accord? Alors sauf, s'il mange, peu en parallèle, d'accord, hein? Je relativise toujours là, je parle d'un enfant qui a une alimentation normale, d'accord? Si vous avez un enfant qui a une alimentation particulière, qui a un tout petit appétit, ça c'est des situations très spécifiques, OK? Heu, alors je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que je vais pas avancer, je suis désolée, j'essaierai de reprendre, à la fin. Donc pour tout ce qui est légumes, sur le côté pratique, la cuisson à privilégier, ça va être la cuisson vapeur. Pourquoi? Parce que la cuisson vapeur, c'est celle qui va préserver au maximum toutes les qualités nutritionnelles des fruits et des légumes. Il faut savoir que tout ce qui va être vitamines et minéraux, donc dans les minéraux, vous avez, le magnésium, le fer, le calcium. Dans les vitamines, vitamine A, B, C, D, enfin voilà, vous les vous en avez déjà entendu parler. Ce sont des molécules qui sont extrêmement sensibles aux variations de lumière, aux variations de température, qui sont sensibles à l'oxygène et donc la cuisson vapeur, ça va être la cuisson la plus douce. Si vous faites cuire des choses, par exemple, dans l'eau,
et qu'après vous égouttez, en fait, la vitamine C, elle part dans l'eau de la cuisson, et du coup, vous perdez un peu de principe en vitamine C du fruit, d'accord? Pareil, si vous faites cuire trop fort, ça tue la vitamine. Si vous prenez des légumes surgelés, pensez bien à prendre pour vos enfants des légumes qui sont nature, non cuisinés. Voilà, les Picard fait des trucs très, très bien, pour ne citer qu'eux, mais parce que quand on pense surgelé, on pense souvent à Picard. Eux, en tout cas, ils font énormément de légumes nature, non transformés, surgelés. Mais on prend les légumes du coup, à l'unité. On prend pas, les plats, voilà, les préparations, où les plats ont déjà été, transformés. Par exemple, la ratatouille où ça a déjà été un petit peu cuit dans l'huile parce qu'en fait, vous avez aucune, notion de à quelle température ça a été cuit et à quel point les légumes ont été transformés. Voilà, si vous ne cuisinez pas du tout parce que vous n'aimez pas du tout ça, et que du coup vous donnez uniquement des légumes surgelés aux enfants ou des petits pots et n'hésitez pas et surtout je vous encourage à proposer des légumes crus, donc des petits bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombres, des petits brocolis. Ça va déjà apporter des apports enfin de la vitamine C, voilà, parce que la vitamine C sinon elle va être détruite automatiquement par la cuisson. Donc les moindres, si les enfants ont tout le temps des plats, cuisinés ou des plats, déjà préparés. Donc hésitez pas à passer sur des aliments crus. Hem, pour tout ce qui va être aliments industriels, j'en reparlerai un petit peu après. N'hésitez pas aussi à ajouter tout ce qui va être des épices ou de l'herbe, ça peut donner un petit peu plus de goût, hein, pour des enfants qui ont du mal avec le goût des légumes. Et dans tout ce qui est herbes et plantes, vous avez d'autres apports, qui passent par les plantes qu'on appelle la phytothérapie. Le thym, par exemple, c'est excellent pour l'immunité et voilà, donc vous en avez plein d'autres, ça joue sur différentes propriétés. Je ne vais pas en parler là parce qu'on peut y passer la nuit. Donc je vous disais, l'intérêt nutritionnel des fruits et des légumes, ça va être d'abord la vitamine C, d'accord? Donc la vitamine C, ça va être tout ce qui va être indispensable pour l'énergie. Donc ça a un impact sur l'immunité. L'immunité, c'est ce qui empêche les enfants d'être malades, sur la fatigue et forcément du coup sur les apprentissages, d'accord? Un enfant qui ne prend jamais rien de frais va avoir beaucoup plus de mal à pouvoir se concentrer et à être en forme. Donc, je vous disais, la vitamine C, c'est détruit par la chaleur et la lumière. Donc, par exemple, si vous voulez donner du jus d'orange à l'enfant, donnez du jus d'orange que vous faites vous sur le coup, vous pressez et vous le donnez automatiquement plutôt que donner du 100% pur jus industriel. Dans le 100% pur jus industriel, les propriétés vitaminiques du jus de fruits, donc en tout cas la vitamine C, elle aura été complètement perdue. D'accord? Pareil quand vous faites du jus d'orange, il faut le boire dans les heures qui suivent le fait que vous le pressiez parce que dès qu'il est exposé à l'oxygène ou à la lumière, il va perdre aussi ses propriétés au niveau des vitamines. Voilà. La vitamine C, elle permet également une bonne absorption du fer. Le fer, c'est pareil, alors on le connaît pour tout ce qui va être, circulation sanguine, hein, et tout ce qui est anémie. C'est aussi indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire. Je vous disais, tout est lié, hein, une carence en vitamine C, ça entraîne une carence en fer. Voilà. Initier du coup les enfants dès qu'ils sont petits à aller voir les fruits et les légumes qui sont pas transformés. Voilà, donc amenez-les, sur les marchés, amenez-les dans les fermes, amenez-les en balade, si vous sauf si vous avez la chance d'avoir un jardin ou d'habiter à la campagne. Mais en tout cas pour les enfants de la ville, n'hésitez pas à vraiment les initier à ça pour que déjà tout petits, je vous le redis, hein, ils rentrent dans cette démarche que, le tout ce qu'ils ont autour d'eux au niveau naturel, c'est vraiment la base de ce qui va leur permettre d'être en bonne santé. Donc c'est important que voilà, ils comprennent que manger des fruits et des légumes, c'est ce qui va leur permettre d'être en forme, c'est ce qui va leur permettre de pouvoir apprendre, c'est ce qui va leur permettre de pas tomber malade et ça évite du coup de tomber dans une démarche de: «Je fais pas trop attention et en fait dès que je suis malade, je prends un médicament», alors qu'en fait il y a énormément de choses qu'on peut faire en amont. Voilà. Tout ce qui va être fruits et légumes, ça apporte aussi énormément, d'antioxydants. Alors les antioxydants, on le voit dans tout ce qui va être coloré, donc tout ce qui va être orange, donc la carotte, il y en a énormément, le potimarron, la courge, la betterave, donc tout ce qui est coloré comme ça, c'est riche en antioxydants. Les antioxydants, ça évite, la dégradation cellulaire. Donc alors on le connaît beaucoup pour tout ce qui est phénomène de on essaie de pas avoir de rides, voilà. C'est très marketing aussi. Mais en fait, c'est aussi très bon pour les enfants, donc pour, le développement leur développement cellulaire et pareil, par exemple, au niveau des muqueuses respiratoires des enfants, donc c'est les enfants sont souvent, encombrés, ça va permettre d'éviter que ces muqueuses-là, on va dire, se congestionnent et qu'on ait des enfants qui soient, par exemple, tout le temps enrhumés. Voilà, s'ils ont assez d'antioxydants, il va y avoir tout ce processus-là qui va se mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un lien aussi avec l'immunité. Hem, ensuite, on va aborder tout ce qui va être ce qu'on appelle les glucides.
Donc dans les glucides, ce sont les sucres, d'accord? Quand je parle des sucres, vous avez des sucres qui sont très bons et vitaux, d'accord? On ne peut pas se passer de sucre pour vivre et vous avez des sucres qui sont moins bons pour la santé, voire carrément toxiques, d'accord? Donc on va commencer par ce qu'on appelle les sucres lents, hein, les féculents, qui sont bien connus. Donc ça, on en a aussi besoin à tous les âges, extrêmement important chez l'enfant, qui a besoin de beaucoup d'énergie. Les recommandations officielles, ça va être de donner 3 à 4 cuillères à soupe par jour à partir de l'âge de 1 an. Mais en fait, vous trouverez jamais de dosage hyper précis parce que ça va vraiment dépendre de l'appétit de l'enfant, d'accord? Et vous vous fiez vraiment à ses besoins. Si vous avez des enfants qui savent s'arrêter, bah, hésitez pas à les servir tant qu'ils vous disent pas: «Stop», d'accord? Voilà. Après, si vous avez des grands gourmands, là, vous pouvez effectivement réguler et vous baser sur, voilà, on fait 3 à 4 cuillères à soupe et on est obligé de dire stop à un moment parce que c'est vrai qu'on a des enfants, on a l'impression que tant qu'on leur donne, ils s'arrêteront pas. On verra après dans quel moment ça peut être, embêtant. Mais sinon, voilà, essayer de réguler en se disant: «Bon, bah, on donne 3-4 cuillères à soupe» et après plus il grandit, plus on en rajoute. Alors pour tout ce qui est sucre lent, je vous encourage vivement à privilégier le semi-complet. Pourquoi? Parce que dans les céréales, du coup, semi-complètes, vous avez encore l'enveloppe de la céréale, d'accord? Si on prend un grain de blé, par exemple, plus il va être travaillé, plus on va arriver sur du blanc. Donc la farine blanche, c'est le grain de blé sur lequel on a enlevé toute l'enveloppe, on a gardé que le cœur du grain. Et le cœur du grain, c'est uniquement du sucre, d'accord? Qui est du sucre lent, donc plus compliqué à digérer qu'un sucre rapide, mais ça reste uniquement du sucre. Là où en fait, dans tout ce qui entourait le grain de blé, toute l'enveloppe, que vous voyez si vous cueillez, un grain de blé dans les champs d'ailleurs, toute cette partie jaune, c'est là-dedans que vous avez tout ce qui va être vitamines et minéraux, OK? Donc le problème en fait qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des céréales qui sont extrêmement travaillées, donc on arrive sur des choses qui ont des farines qui sont très blanches. Heu, du coup, beaucoup plus pratique pour la cuisine, oui, mais en fait, desquelles on a enlevé tous les minéraux qu'il y avait autour, et du coup, toutes les vraies propriétés nutritionnelles intéressantes, autres qu'un apport de sucre direct. Hem donc ce qui est dommage. Voilà, donc c'est pour ça que chez les enfants qui ont aussi des grands besoins en matière de minéraux pour avoir une bonne croissance osseuse, un cerveau qui fonctionne bien et voilà, que tout leur corps se développe comme ça, c'est intéressant de privilégier le semi-complet. Alors, j'encourage pas forcément à prendre du complet tout court parce que c'est aussi extrêmement riche en fibres. Les fibres, c'est des molécules qui ne sont pas digestes, donc c'est ce qui fait aussi qu'on va avoir un transit plus régulier. Le problème des fibres aussi, que si on en prend trop, ça peut être un petit peu agressif. La barrière intestinale de l'enfant, donc au niveau de son intestin, là où il assimile les aliments, elle est pas toujours très fonctionnelle et le complet peut vraiment parfois, entraîner pas mal de diarrhée ou de troubles digestifs chez l'enfant. C'est pour ça que j'encourage beaucoup plus le semi-complet, voilà, à relativiser avec le fait que si l'enfant le digère pas bien, que vous avez un enfant qui a énormément de selles, molles ou qui a énormément enfin qui a souvent mal au ventre, bon, bah, là, vous pouvez effectivement repasser sur du blanc en faisant attention du coup à l'apport de fibres. Mais sinon essayez au maximum de privilégier le semi-complet et pareil, le semi-complet, ça a un pouvoir beaucoup plus rassasiant chez l'enfant. Normalement, s'il prend ça, il va en manger moins et il aura moins de risque de grignotage par derrière. On privilégie toujours dans l'idéal le bio. Pareil, hein, c'est une question d'apport en pesticides, hein. Les pesticides, bah, vous le savez, c'est toxique, j'ai pas besoin de vous le dire. On est dans une agriculture qui est de plus en plus intensive, dans des sols qui sont de plus en plus abîmés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers le bio qui répond à certaines réglementations beaucoup plus strictes et du coup qui évite quand même, que les enfants s'intoxiquent avec pas mal de choses. Le bio ou alors, si vous avez la chance d'avoir un petit agriculteur local, à côté de chez vous, regardez juste comment il fait ses champs. Il a peut-être pas les moyens d'avoir le label bio, mais, il fait peut-être des choses, qui sont, très saines aussi. Voilà et pareil, allez toujours au plus simple, hein, dans les préparations, quand vous achetez des pâtes, bah, achetez des pâtes, achetez pas des pâtes, déjà cuisinées avec des choses dedans. Voilà, les raviolis, c'est exceptionnel. Essayez de vraiment passer sur des choses, très, très, très simples. Hem, alors pour tout ce qui va être, plat salé. Attention du coup à ne pas ajouter de sel chez l'enfant ou ajouter-le le plus tard possible. C'est pour ça que je vous encourage à essayer d'abord de passer par tout ce qui va être épices ou les aromates pour, donner un peu plus de goût si c'est vraiment fade et que l'enfant ne mange pas. Mais en fait, de toute façon, dès qu'il va arriver à l'âge de la cantine, à l'âge d'être à l'école, du coup, il va avoir des plats, un peu plus industriels qui demande un peu plus de conservation, donc ce sera déjà salé. Du coup, vous, tant qu'il n'est pas habitué au goût salé, ne salez pas. Il y a largement assez de sel à partir du moment où il a une alimentation diversifiée, il a pas besoin d'en rajouter.
OK? Pour tout ce qui va être cuisson des féculents, la meilleure cuisson, ça va être la cuisson al dente. Pareil, c'est celle qui préserve au maximum les propriétés nutritionnelles. Encore une fois, hein, la cuisson, en excès, ça va tuer pas mal de choses. Donc évitez au maximum de trop cuire les aliments. L'al dente, c'est ce qu'il y a de parfait, si votre enfant arrive à les manger. Bien sûr, si vous avez un enfant qui commence à peine les morceaux, parfois ça peut être un petit peu dur pour lui, d'accord? Donc adaptez-vous aussi à ça. Pour tout ce qui va être légumineuse, donc les pois chiches, les lentilles, on va être sur les mêmes quantités. On est sur à peu près un rythme de 2 fois par semaine. On encourage à ça, 2 ou 3 fois par semaine, mais c'est mieux 2. La peau des légumineuses, elle peut être très indigeste. Donc si vous avez des enfants qui ont un système digestif un petit peu fragile ou pareil, qui peuvent avoir mal au ventre quand ils prennent des légumineuses, l'astuce, c'est qu'en fait de les faire tremper. C'est-à-dire quand, la veille, pendant, la nuit entière, vous laissez tremper vos lentilles, vos pois chiches, vos haricots blancs et ça va aider, tout ce qui va être assimilation de tout ce que vous avez dans la peau qui peut être parfois indigeste. Les adultes, c'est pareil, je vous encourage à faire tremper vos légumineuses la veille de la cuisson. À la limite, pas forcément les lentilles corail qui, elles, sont peut-être plus faciles à assimiler, mais pour toutes les autres, faites tremper. Le gluten, je vais pas rentrer dans le détail du gluten ce soir. C'est pareil, c'est quelque chose qui est très, très, très controversé. Comme les produits laitiers, on a une mode d'intolérance au gluten qui est réelle. Le gluten, ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le blé qui a été, ultra transformé. Donc exactement comme pour le lait tout à l'heure. C'est pas le gluten en soi qui pose problème, c'est le fait qu'on s'habitue maintenant à manger des aliments qui ont été énormément travaillés et que du coup, on a un système digestif qui est plus forcément adapté à ça. Comme pour les produits laitiers, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à la base, la nature, elle nous fournit ce qu'il faut pour se nourrir, hein, pour que l'homme puisse survivre. Sauf que les céréales, elles sont complètes parce que vous avez aussi dans tout ce qui compose la céréale, vous avez ce qui permet de la digérer, d'accord? Donc la céréale du blé, c'est pareil. À la base, vous avez dans l'enveloppe du blé ce qui permet de la digérer et ce qui va permettre que, le système digestif ne s'abîme pas à force de prendre du blé trop transformé, d'accord? Donc si vous habituez vos enfants, dès qu'ils sont petits, à passer sur des aliments semi-complets, normalement, on aura beaucoup moins de soucis, d'intolérance au gluten par la suite. Parce que vous aurez du coup beaucoup moins cette agression en fait du gluten sur la muqueuse, intestinale depuis qu'ils sont tout petits. Voilà, après si votre enfant n'a pas d'intolérance particulière au gluten, il y a absolument aucune raison de l'éviter, d'accord? Ça a plein d'autres, intérêts le gluten. Heu, essayez toujours, toujours, toujours de vous tourner vers des produits, je vous disais, semi-complets, bio et les moins transformés possibles. Au niveau des sucres rapides, donc les recommandations sur les sucres rapides, bien sûr, c'est le plus tard possible, d'accord? Donc tout ce qui va être le sucre blanc ajouté, le sucre de table, c'est le plus tard possible, voire pas du tout. Voilà, je vous disais les yaourts, on les prend nature, évitez de les prendre aromatisés si votre enfant ne mange pas du tout les yaourts nature. Ajoutez des morceaux de fruits, ajoutez de la compote, mais on évite d'ajouter du sucre, d'accord? En fait, de toute façon, le sucre rapide, qui est aussi, intéressant, hein, on a aussi besoin de sucre rapide, il est de toute façon apporté par les fruits, d'accord? Et c'est largement suffisant comme apport de sucre au quotidien pour les enfants. Donc vraiment tout le reste, on évite. On limite tout ce qui va être gâteau industriel. Alors je dis bien limiter parce que le but, c'est pas que vous dramatisiez dès que vous voyez votre enfant prendre un gâteau. Encore une fois, je vous disais, tout ce qui est de manière exceptionnelle n'est pas grave, mais on évite tout ce qui va être, de donner des gâteaux industriels aux enfants tous les jours. Déjà parce que les gâteaux industriels, c'est toujours fait à base de farine ultra transformée, et de farine très, 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 très blanche. Ils sont de plus en plus sucrés parce que, les enfants sont de plus en plus habitués au goût sucré, donc il faut s'adapter aussi à ça, donc ça augmente, ça augmente, ça augmente. Hem Et surtout, c'est des produits ultra transformés avec plein de conservateurs, donc vraiment ça, vous évitez, il faut que ça reste de l'exception. Tout ce qui va être céréales du petit déjeuner, c'est pareil, un gros produit marketing, ça reste de l'exception, d'accord? C'est bourré de sucre. Vous pouvez remplacer les céréales du petit déjeuner, par exemple, par tout ce qui va être, les flocons d'avoine, les flocons d'épeautre, il y a d'autres céréales comme ça, le muesli nature, d'accord? Mais toujours essayer de passer sur du nature.
On fait très attention, pareil, grosse croyance marketing à tout ce qui va être soufflé. Voilà, on a tendance à se dire, bon, on va prendre des galettes de riz comme souvent, c'est dans le rayon bio et dans le rayon, sain et bon pour la santé. On se dit que c'est bien. Alors oui, c'est sans gluten, OK, mais en fait, c'est soufflé, ça a un index glycémique, hein, ce qu'on va dire, donc c'est un taux de sucre extrêmement élevé, d'accord? Donc on évite ce genre de produit aussi chez les enfants ou alors c'est, voilà, exceptionnel, mais ça a exactement le même impact au niveau du sucre que de donner des gâteaux industriels, de donner les galettes de riz ou les galettes de maïs soufflées. OK? Donc attention à pas le donner trop régulièrement non plus. Donc vous remplacez tout ça par du pain. Le pain, c'est très bien. Vous évitez juste, la baguette, ultra blanche, ultra industrielle parce que vraiment très transformée. Mais si vous prenez du pain de boulangerie ou même parfois du pain dans les grandes surfaces, hein, vous avez maintenant du pain avec, beaucoup de farines différentes. J'ai juste vu, une question passer sur à partir de quand peut-on donner du pain complet? En vrai, il y a pas d'âge à partir duquel vous pouvez le donner. Il faut juste que votre enfant le tolère. D'accord? Donc essayez de donner. Si par derrière il a pas mal au ventre, qu'il a pas de sel liquide, qu'il a pas la diarrhée, qu'il le digère très bien, il y a aucun problème. Vous pouvez en donner, peut-être pas tous les jours. Voilà, essayez de varier un petit peu. Mais moi, chez les enfants, je vous encourage vraiment à passer plutôt sur du avec de la farine semi-complète. Mais dans les pains complets, vous verrez souvent, c'est mélangé, il y a un taux de farine complète et c'est mélangé avec un taux de farine un petit peu moins complète. Voilà, pareil, les pains à la farine de maïs, hein, pour les enfants intolérants au gluten, je dis juste la farine de maïs, c'est extrêmement sucré, donc pareil, évitez de donner uniquement ça. Donc quand vous voulez donner des gâteaux à vos enfants, ça peut arriver, il y a aucun problème. Essayez de le faire au maximum maison, au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Vous pouvez mettre du sucre complet. Le sucre complet, exactement le même principe que les céréales, il est beaucoup plus riche en minéraux. Si vous regardez le sucre complet, il va être très roux, il va être très fort. Et en fait, pourquoi? C'est parce que autour de l'enveloppe du sucre même qui est blanc, 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 vous avez du coup tout ce qui va être les vitamines et les minéraux et qui donnent cette couleur brune au sucre, voilà. Vous avez pouvoir du sucre de canne aussi, sinon c'est du sucre muscovado, enfin voilà, vous si vous allez dans les rayons bio, maintenant il y en a quasiment partout, vous verrez le sucre, complet. Donc essayez de passer là-dessus parce que du coup, vous avez les effets néfastes du sucre, oui, mais en fait qui est compensé avec le fait que ça va apporter plein d'autres bonnes choses à vos enfants et par contre, du coup, on limite vraiment au maximum le sucre blanc. Le sucre blanc, ça déclenche énormément de sécrétions d'hormones et de neurotransmetteurs qui sont excitants pour le système nerveux. D'accord? Donc après, vous avez des enfants qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à se poser, qui ont du mal à dormir, qui ont du mal à apprendre. Voilà, et je ne parle pas parce que je parle pas ici, mais de tout ce qui va être ensuite, risque de carie, risque de diabète, risque de troubles, de troubles cardiovasculaires, heu, précoces. Voilà, donc on commence vraiment la prévention à cet âge-là, en se disant que le sucre, ça excite et les enfants, pour les accompagner dans leur apprentissage, il faut qu'ils en aient le moins possible. Encore une fois, je le dis et je le redis, je ne suis pas à dire qu'il ne faut pas leur en donner du tout. S'ils en ont de temps en temps, ce n'est absolument pas grave, juste on limite. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de quotidien, d'accord? On a une croyance en France aussi, et je le vois beaucoup en structure petite enfance, qu'il faut que les enfants aient, des gâteaux à tous les goûters. Attention, c'est pareil, hein, ça c'est un peu ma bataille. On évite les gâteaux au goûter chez les enfants automatiquement. Une fois de temps en temps, encore une fois, c'est pas grave. Les gâteaux maison quand il y a un anniversaire, aucun problème, mais il faut pas que les enfants aient à chaque goûter des gâteaux. Donc s'ils ont vraiment faim, on passe sur du pain, on passe sur des flocons d'avoine, on passe sur des choses comme ça, mais on évite les gâteaux industriels à chaque fois au goûter. Alors, donc les intérêts nutritionnels des glucides, donc les glucides, ça comprend tous les sucres là dont je viens de parler. La première intérêt, bien sûr, ça va être l'énergie, d'accord? On le voit bien, hein, dès qu'on manque de sucre, on fait ce qu'on appelle des crises d'hypoglycémie, et on a un gros coup de barre, un gros coup de fatigue. Donc on se rend compte à quel point on a besoin de sucre. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne exclusivement au sucre. Voilà, il se met en place grâce à tout ce qui est acide gras, mais le fait qu'il arrive à carburer, c'est grâce au sucre. C'est pour ça que dès qu'on est en phase d'hypoglycémie, qu'on a moins de sucre dans le sang, on n'est pas très bien. Donc le sucre est extrêmement important pour l'énergie, mais ce qui fait que chez l'enfant, en excès, et c'est souvent en excès chez les enfants, on va se retrouver avec des enfants hyperactifs. Dans tout ce qui va être céréales complètes, vous allez avoir tout ce qui est vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B, il y en a beaucoup, c'est vrai, ça a énormément de je vais pas vous donner toutes les fonctions que ça a dans l'organisme parce qu'il y en a beaucoup trop, mais ça va agir énormément sur tout ce qui va être, détente aussi, chez l'enfant. Voilà, entre autres, hein, entre autres beaucoup de choses, mais, donc important et c'est pour ça que je vous dis passer sur du complet ou du semi-complet. Ça vous assure aussi que l'enfant, il aura un apport vitaminique suffisant.
Donc les glucides, ça favorise l'apprentissage, je vous parlais au niveau du sommeil. Ça va impacter le sommeil et la concentration, donc attention aux sucres rapides avant le coucher. Quand vous passez sur des gâteaux industriels parce que, vous êtes en voyage, parce que ce jour-là, c'est plus simple, voilà, pour X ou Y raison, il y en a beaucoup. Mais quand vous voulez acheter des gâteaux industriels, tournez-vous, quel que soit l'âge de l'enfant, tournez-vous vers les gâteaux petite enfance. On a une réglementation en France sur tout ce qui est produit petite enfance qui est extrêmement stricte. Je vous ai parlé du lait, c'est exactement pareil pour tous les plats, diversifiés. Donc, qu'on soit sur, les petits pots ou les gâteaux, il y aura beaucoup moins de pesticides, il y aura beaucoup moins d'additifs et au niveau des gâteaux dont on parle là, ils ont un goût qui est beaucoup moins sucré, donc ça habitue beaucoup moins l'enfant au sucre. D'accord? Et en plus, ils ont un taux de sucre, du coup, qui est moins élevé. Donc vraiment, essayez d'aller vers ces gâteaux-là. Dites-vous qu'à partir du moment où vous passez sur les gâteaux, type, Petit Lu ou Kinder, l'enfant va avoir beaucoup de mal avec les gâteaux petite enfance, justement parce que d'un coup, il passe sur les trucs beaucoup moins sucrés. D'accord? Donc essayez de retarder au maximum cette introduction-là et à partir du moment où il a des gâteaux, industriels, faites attention, à ce que ce soit vraiment exceptionnel et j'insiste beaucoup dessus. Parce que je le dis et je le redis, les enfants sont la première cible marketing, hein, quand vous faites les courses au supermarché avec vos enfants. Souvent, vous évitez de les amener dans les rayons gâteaux parce que vous savez que ça va être une catastrophe pour les faire sortir de là. Attention aussi du coup dans les supermarchés, lisez les étiquettes, voilà, prenez les produits, vous regardez sur les étiquettes, c'est marqué glucides dont sucre en dessous. Le truc dont sucre, essayez de passer toujours sur, un apport qui est à moins de 20 grammes pour 100 grammes. Déjà 20 grammes pour 100 grammes, c'est beaucoup, mais essayez au maximum de passer là-dessus. Voilà, donc je vous demande pas de devenir, complètement, omnibulé par les étiquettes, mais en tout cas, quand vous choisissez des gâteaux, si vous hésitez entre 2, regardez le taux de sucre et vous regardez glucides, en dessous, c'est marqué dont sucre sur l'étiquette et vous prenez celui où il y en a le moins pour 100 grammes. OK? Hem, j'ai juste marqué miel, sucre de coco et sirop d'agave parce que ça, c'est des produits sucrants qui ont un moindre impact sur la santé que le sucre blanc tout court, d'accord? Donc pareil, si votre enfant ne veut pas du tout manger de yaourt nature ou de fromage blanc nature, vous pouvez ajouter un petit peu de miel au-delà de 1 an. Pas avant 1 an, avant 1 an, il y a un risque, hein, en prenant du miel chez l'enfant. Après 1 an, vous pouvez sucrer un petit peu avec du miel, toujours un petit peu, un petit peu, un petit peu. Vraiment le but, c'est de se dire que l'enfant, il ait le moins possible l'habitude du goût sucré. Voilà. Le sucre de coco, c'est aussi très bien, c'est juste très cher et pas toujours facile à trouver. Le sirop d'agave aussi, c'est une alternative. Voilà, c'est exactement pareil pour vous en tant qu'adulte d'ailleurs. Je vois au secours les barquettes de lu, c'est quasi 50 grammes de sucre pour 100 grammes. Oui, tout à fait et c'est pour ça que je vous dis: apprenez à lire les étiquettes. Les barquettes de lu, c'est extrêmement, fort en glycémie, donc c'est à réserver à des exceptions. Et bien sûr, si les enfants s'habituent à manger ça, vous imaginez qu'après, quand vous leur servez du pain de nature, ça les intéresse beaucoup moins. Alors pour tout ce qui va être apport en protéines, pareil, extrêmement important, on verra pourquoi après. Donc déjà, pas de régime végan chez l'enfant. Alors je parle pas de régime sans viande, je parle de régime végan où il y a aucun apport animaux. C'est pas du tout adapté à leur développement, je vais pas en parler, je vais pas en dire plus maintenant, mais juste on évite ça. Si vous avez des enfants autour de vous que vous connaissez qui ont des régimes véganes, il faut absolument que les parents aillent voir des micronutritionnistes parce qu'il faut que les enfants soient complémentés. Voilà. Je ne parle pas d'un régime sans viande. Un régime sans viande, c'est possible à partir du moment où l'enfant, il a au minimum du poisson et des œufs. OK? Donc les recommandations nationales, encore une fois, ce sont des recommandations. Il y a des enfants qui ont besoin de plus, des enfants qui ont besoin de moins. On est sur 20 grammes par jour, donc 4 cuillères à café entre 1 et 2 ans, donc souvent c'est au repas de midi. Et entre 2 et 3 ans, on est sur 30 grammes par jour, donc 6 cuillères à café ou sur un demi œuf. Voilà. Après l'âge de 3 ans, vous pouvez en donner à satiété, encore une fois, sauf si vous avez des enfants qui sont très, 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 très gourmands et qui ont du mal à s'arrêter, mais dans ces cas-là, c'est des cas particuliers. Hem, pour tout ce qui va être apport protéique, pareil, j'insiste dessus, attention au marketing, on limite les produits transformés, d'accord? Pour tout ce que je vous disais, hein, les produits transformés, nutritionnellement parlant, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc tout ce qui va être cordon bleu, poisson pané industriel, alors si vous êtes vous-même, des grands cuisiniers, n'hésitez pas à les faire vous-même, ça, il y a aucun problème si c'est vous qui les faites parce que vous savez ce que vous mettez dedans. On évite en tout cas, ceux qui sont industriels ou on les limite. J'ai pas envie voilà, je vais pas dire éviter parce que je suis jamais très radicale, mais en tout cas, on les limite. Les poissons panés industriels, voilà, c'est du poisson qui a subi tellement de transformations qu'on perd un petit peu les propriétés du poisson. Si c'est le seul moyen pour que votre enfant mange du poisson, pourquoi pas, mais essayez vraiment de les habituer à autre chose. Les œufs, essayez de les choisir label bleu blanc cœur.
ou bio ou au minimum, avec des poules élevées en plein air. D'accord? Si les poules n'ont pas été élevées en plein air, en fait, les œufs, ils ont un apport, enfin, leur apport nutritionnel, il est quasiment, inintéressant, voire il est plutôt toxique parce que, ça va être des œufs qui ont été plutôt faits à base d'antibiotiques qu'ont mangé les poules. Donc voilà, il faut que ce soit des poules qui ont mangé dehors, de la bonne herbe et qui ont des œufs qui sont du coup plein de bonnes choses. La meilleure cuisson, c'est la cuisson mimolait, d'accord? Parce que pareil, un jaune trop cuit, on perd certaines propriétés. Pour tout ce qui est apport de poisson, on alterne tout ce qui est poisson gras et poisson maigre. Chez les enfants, privilégiez les petits poissons, donc les maquereaux, les sardines en conserve, hein, c'est bien. Parce que plus les poissons sont petits, moins ils ont été dans la chaîne alimentaire au niveau de la mer et du coup, moins vous avez de malchance, j'ai envie de dire, qu'ils soient chargés en métaux lourds. Hein, si vous prenez les gros poissons, style saumon, les saumons, ils ont mangé des poissons, qui ont mangé des poissons, qui ont mangé des poissons et du coup, ils multiplient le risque d'être chargés en métaux lourds, hein. On sait que les mers sont polluées aujourd'hui. Donc le saumon une fois par semaine, aucun problème, mais voilà, pas le prendre en excès. Essayez de les prendre aussi avec des bonnes, provenances, hein, quitte à manger un bon poisson, bah, autant je vous disais, on privilégie la qualité. Autant en manger un petit peu moins, mais qui vient d'un endroit un peu contrôlé et par contre chez les enfants, n'hésitez pas sur tout ce qui est petits poissons, donc les maquereaux, les sardines, c'est très bien. Hem, tout ce qui est charcuterie, on évite, d'accord? C'est extrêmement salé, éventuellement le jambon blanc, hein, pour les enfants qui mangent du jambon. Ça, aucun problème, aux quantités, que je vous disais, hein, on est sur 20 grammes par jour entre 1 et 3 ans. 30 entre 1 et 2 ans et 30 grammes entre 2 et 3 ans. À part le jambon blanc, on évite la charcuterie. Pour la viande, vraiment, essayez de donner moins de viande, mais de qualité, d'accord? Hein, faut vous dire que les viandes qui sont vendues en grosse quantité dans les supermarchés, c'est des troupeaux qui ont été un peu nourris aux antibiotiques, hein, pour les faire, grossir et du coup devenir, enfin pour pouvoir le vendre en quantité. Et du coup, il y a pas beaucoup de propriétés nutritionnelles et en plus, ils sont, bourrés de substances que du coup, nous, on avale par derrière. Donc quand vous mangez de la viande, essayez vraiment d'en donner moins, mais sur des quantités plus petites en prenant de la viande de qualité, d'accord? Donc soit de la viande de qualité biologique, soit de la viande de boucherie, soit de la viande, où vous voyez, de l'appe voilà, l'appellation elle est contrôlée, où vous avez un peu un circuit, vous identifiez d'où ça vient. Hem, pour les enfants qui mangent pas de viande, ou pour, alterner avec les jours où les enfants ont de la viande, vous pouvez, faire ce qu'on appelle des régimes végétariens avec des mélanges de céréales et légumineuses. Pourquoi? Parce que vous avez, dans les céréales et les légumineuses, l'apport complet des acides aminés essentiels. Les protéines, ce qui fait qu'elles sont utiles, c'est que dans les protéines, vous avez des acides aminés, j'en vais en parler juste après, et vous avez des acides aminés qui sont pas, directement, faits par l'organisme. D'accord? Nous, l'organisme en a besoin, mais il sait pas les produire lui-même. C'est apporté uniquement par les protéines, OK? Vous avez certaines de ces protéines dans les légumineuses, vous en avez certaines dans les céréales et en fait, quand vous mélangez les 2, vous avez du coup, l'intégralité, des acides aminés qu'on dit essentiels, que vous trouvez du coup, normalement dans la viande, le poisson, les œufs. Mais quand vous mélangez les céréales et les légumineuses, du coup, vous avez cet apport-là. Donc par exemple, mélanger le riz et les lentilles. Donc ça peut être l'alternative pour, les familles qui n'ont pas l'occasion d'aller acheter de la très bonne viande, tous les jours. N'hésitez pas, à alterner certains repas avec ça. Donc les intérêts nutritionnels des protéines. La première action, c'est qu'il faut vous dire que c'est un peu comme des briques de l'organisme. Voilà, ce qu'on aime bien dire parfois pour parler des protéines, c'est de se dire, en fait, quand vous mangez, du poisson, par exemple, c'est comme si vous mangiez, un bonhomme en Lego, qu'à partir du moment je dis un bonhomme, ça va être, un peu, trash sinon, on va pas dire un bonhomme. Faut manger une maison en Lego. À partir du moment où vous la mangez et que vous la mastiquez, ça défait tous les Legos, ils sont, répartis en 1000 morceaux et en fait, dans votre organisme, ils vont se reconstruire peu à peu pour devenir, une cellule osseuse, pour devenir, une cellule, musculaire, pour devenir un cheveu, pour devenir une protéine au niveau des yeux. Voilà, donc en fait, quand vous prenez des protéines, c'est ce qui permet par derrière de pouvoir construire votre organisme. D'où le fait que c'est extrêmement important chez les enfants parce que comme vous savez, ils ont tout le pic de croissance, ils ont énormément besoin de fabriquer du tissu, ils ont énormément besoin de renouveler leurs cellules et en plus, c'est ce qui permet aussi d'avoir tout un fonctionnement hormonal
Normal. Voilà, donc je vous disais, les protéines, elles sont constituées par ce qu'on appelle des acides aminés. Ça, je vous le dis parce que pareil, hein, dans tout ce qui est marketing, vous avez, riche en acides aminés essentiels, voilà, ça peut être écrit sur les étiquettes. Donc voilà ce que ça veut dire. Acides aminés essentiels, c'est quoi? C'est, ce qu'on trouve dans les protéines qui sont indispensables à l'organisme, mais qui ne sont pas faits directement par l'organisme. D'accord? Dans les protéines animales, vous avez de la vitamine B12 qui est indispensable pour la formation des globules rouges. Donc attention aux enfants qui ne mangent pas de viande et de poisson, voilà, qui mangent uniquement des œufs, du fromage, tout ça, ils risquent d'avoir des carences en B12. C'est pour ça que je vous dis les régimes véganes, c'est à proscrire ou alors il faut absolument avoir un micronutritionniste, qu'il y a de la complémentation obligatoire. Sur les régimes végétariens, c'est pareil, faites attention aussi, il y a vraiment des choses qu'on ne trouve que dans les produits animaux. Voilà. Pareil pour les enfants qui mangent pas de poisson, ça j'insiste beaucoup là-dessus. Les enfants qui mangent pas de poisson parce que régime, végan, il faut compenser. Il y a des algues qui sont riches en iode ou des choses comme ça, mais il y a que dans le poisson sinon que vous allez trouver, dans les aliments courants, hein, que vous allez trouver de l'iode. L'iode, c'est indispensable au fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde, c'est ce qui va permettre le développement du cerveau chez l'enfant, d'accord? Donc le poisson, ça a plein d'intérêts pour le cerveau, entre autres celui de pouvoir apporter de l'iode qui va permettre du coup ce que la thyroïde fonctionne et qui va permettre une bonne croissance au niveau du cerveau. Dans les poissons gras, vous avez aussi tout ce qui est oméga 3, on en parlera après dans les matières grasses. Et dans les œufs, vous trouvez dans le jaune d'œuf pas mal de choline qui est très bonne pour la mémoire. Voilà, c'est pour ça aussi que je vous dis les œufs, cuisez-les à mi-mollet. Le jaune, il n'est pas trop cuit, mais il est un petit peu cuit quand même, sinon c'est très indigeste pour les enfants. Et ça leur permet d'avoir des bons apports pour la mémoire. Ça ne sert à rien de donner 4 œufs par jour à vos enfants, c'est pas pour ça qu'ils viendront plus intelligents, d'accord? Mais en tout cas, hésitez pas à leur en donner 2-3 fois par semaine, justement pour ce qu'on peut trouver, dans le jaune d'œuf, c'est très intéressant. Alors, pour tout ce qui va être matière grasse, pareil, les matières grasses, elles ont été très mal vues pendant quelques années parce on disait que c'était ça qui rendait obèse, alors que pas du tout. Les mauvais gras, oui, mais les matières grasses de base sont indispensables. Quand vous regardez dans les recommandations nationales aujourd'hui, on dit qu'à partir de 1 an, on est sur 2 cuillères à café d'huile par jour. Pour les enfants qui ont moins de 1 an, s'il y en a encore dans l'assemblée, on est sur 1 cuillère à café par jour à partir du début de la diversification. À partir de 1 an, on est sur 2 cuillères à café par jour. Les huiles à privilégier, ça va être olive, noix, colza ou lin. Olive parce que ça va être tout ce qui va être oméga 9 et noix, colza et lin parce que c'est oméga 3. Pareil, les oméga 3, c'est très marketing. Vous voyez un peu partout riche en oméga 3. Je vais en parler juste après. Vous pouvez aussi effectivement donner une noisette de beurre de temps en temps. Pareil, hein, le beurre, c'est très riche en vitamine D. Et ajouter aussi vous pouvez ajouter 1 cuillère à café de purée de noisettes ou d'amandes. Pareil, ça apporte, des bonnes matières grasses de temps en temps. Donc alterner autour de tout ça, mais super important. Alors, au niveau des huiles, on les ajoute au moment où on sert l'enfant à table, d'accord? Pas avant la cuisson, pas à la cuisson. Pourquoi? Parce que tout comme les vitamines, tout comme les minéraux, les acides gras sont extrêmement sensibles à la cuisson. Sauf les huiles dures, donc par exemple l'huile de coco, aucun problème en cuisine. L'huile d'olive, si c'est, cuisson à tiède, d'accord? Faut pas faire frire l'huile d'olive parce que là, vous rendez les acides gras trans. Les acides gras trans, c'est quoi? C'est des acides gras qui sont pas du tout assimilés par l'organisme et qui vont même vous plutôt entraîner un état inflammatoire. Donc pour éviter de donner les acides gras trans, on ne réchauffe pas les huiles, on les donne au moment de servir. Donc vous les ajoutez à la purée, vous les ajoutez aux pâtes au moment où vous servez l'enfant, juste vous ne le mettez pas dans la cuisson. Voilà. Si vous savez pas quelle huile prendre, dans tous les supermarchés, vous aurez des bouteilles d'huile riches en oméga 3 spéciales pour les enfants qui sont très bien. Même celles spéciales pour les adultes, elles sont très bien. Voilà, on a quand même des industriels qui font le mélange pour nous et c'est parfait. Pour les huiles, là, pour le coup, j'insiste, prenez des huiles de qualité biologique, d'accord? Les huiles, c'est vraiment, des voilà, des matières qui sont extrêmement précieuses et extrêmement importantes, hein. C'est pour ça que l'huile coûte très cher, parce que des bonnes huiles, c'est très précieux. Si vous les prenez pas bio, c'est bourré de pesticides et surtout, à partir du moment où vous les prenez bio, vous avez la certitude que le processus de fabrication et de mise en bouteille de l'huile respecte certaines conditions qui ne vont pas dégrader ses propriétés. Voilà. Après ouverture, conservez les huiles au frais, alors pas forcément l'huile d'olive, mais tout ce qui est huile riche en oméga 3, donc je vous disais l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de colza, conservez-la au frais parce que pareil, l'huile, c'est très sensible aux variations de lumière et aux variations, de température, d'accord? Donc au frais, si vous les mettez au frigo,
c'est dans le noir, et vous avez pas de risque qu'en temps de canicule, ce soit, abîmé, d'accord? Donc parce que s'il y a trop de variations, vous perdez du coup la propriété des acides gras. Heu et il faut savoir que chez l'enfant, ça doit représenter 40 à 50 des apports quotidiens, les acides gras, d'accord? Alors pas juste par l'huile, hein, vous avez aussi le poisson, la viande, ou d'autres choses comme ça qui apportent du gras, hein. Les produits laitiers, ça apporte aussi du gras, mais ça doit être quasiment 50 des apports quotidiens. L'intérêt des matières grasses, donc ça va être tout ce qu'on appelle la fluidité membranaire. La fluidité membranaire, faut imaginer toute la tuyauterie que vous avez dans le corps, d'accord? Je simplifie un peu les choses, donc que ce soit les tuyaux sanguins, le système digestif, tout ça. Ce qui va faire que tout peut circuler tranquillement et passer, voilà, comme il faut, c'est, le fait que vous ayez de l'huile, d'accord? Hein, vous imaginez, quand vous mettez, quelque chose de gras, de toute façon, ça glisse et ben, il faut imaginer que dans votre corps, il faut que ce soit comme ça. Il faut que vous soyez bien huilé de partout, d'accord? Et particulièrement au niveau du cerveau. Le cerveau, donc je vous disais, il a besoin de sucre pour fonctionner, mais pour que tout circule correctement, et que, du coup, les connexions entre les neurones se fassent bien, c'est pareil, il faut des bons gras et les bons gras, du coup, qui sont apportés par les oméga 3. D'où le fait qu'on s'intéresse beaucoup plus depuis quelques années aux oméga 3. Je pense que je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Voilà, ça vient de là, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte que c'était indispensable pour tout ce qui allait être, du coup, immunité, circulation sanguine et du coup, bien-être général. OK? Hem, la propriété des acides gras, c'est aussi de réguler le transit, d'accord? Ça, c'est hyper physique, quand c'est gras, ça glisse. Donc les enfants qui vont mal absorber les acides gras peuvent avoir énormément de sel, molle ou de sel liquide et au contraire, les enfants qui n'en ont pas assez, ça peut être une raison de la constipation. Ça peut être il y a 1 000 d'autres raisons à la constipation, mais ça peut être ça, d'accord? Donc un enfant qui a tendance à être constipé, n'hésitez pas à augmenter les apports de bons gras dans l'alimentation, OK? Donc je vous disais, c'est indispensable pour le cerveau et le système nerveux. Ça a une action, ce qu'on appelle anti-inflammatoire. Donc ça va permettre, par exemple, quand vous avez, voilà, je parlais d'inflammation de la muqueuse, respiratoire tout à l'heure, c'est pareil, hein, ça va limiter tout ce qui va être problème, d'inflammation et du coup de maladies, et de problèmes immunitaires. Tout ce qui va être hydratation cutanée, donc l'élasticité de la peau, le fait que l'enfant ait une belle peau en bon état, ça passe aussi par là. Ça a une action aussi antalgique, d'accord, les acides gras. Ça permet l'absorption des vitamines A, D, E et K. Donc c'est pas, la vitamine ADEC, c'est la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Ces 4 vitamines, ce sont des vitamines grasses et du coup qui ont besoin, d'acides gras pour être correctement assimilés par l'organisme. D'accord? Il faut vraiment vous dire que c'est pas parce que vous mangez quelque chose que vous l'assimilez correctement. Il y a besoin d'un milliard de fonctions pour que ce soit correctement assimilé et que votre corps puisse l'utiliser. Voilà. Les acides gras, ça va permettre aussi tout ce qui va être détente, relaxation, apprentissage, voilà et en fait, on en manque aujourd'hui facilement, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, parce qu'en fait, ils ont les acides gras oméga 3 du coup, sont en compétition avec ce qu'on appelle les oméga 6 et en fait, les oméga 6 qui de base sont très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a énormément dans tous les plats transformés, d'accord? Et en fait, comme il y en a énormément, on commence à avoir des ratios, où on a beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dans le corps et du coup, on va avoir des processus inflammatoires qui sont beaucoup plus présents et du coup des enfants qui peuvent, être malades beaucoup plus facilement. Je suis désolée, je vois beaucoup de questions passer, mais en fait, j'aurais pas du tout le temps de terminer, donc j'y réponds pas maintenant. Alors je fais juste un zoom sur la vitamine D parce que celle-là, elle est quand même très importante. La vitamine D, elle a un rôle clé dans le développement osseux et elle permet l'assimilation du calcium, d'accord? Alors elle est en compétition, je vous disais, avec le calcium, donc il faut quand même des taux qui soient régulés entre les 2. Elle a un rôle dans l'immunité. Donc l'hiver, quand vous avez des enfants qui sont encore en bas âge, n'hésitez pas à les complémenter en vitamine D. Je vous donne pas de dosage ici parce que ça va dépendre de l'âge de votre enfant et ça va dépendre de son alimentation. Si vous avez un enfant qui refuse catégoriquement le poisson, on va peut-être en donner un petit peu plus que chez un enfant qui en mange. Si vous avez un enfant qui n'a pas du tout assez de produits laitiers parce qu'il n'aime pas du tout ça, on va peut-être en donner un petit peu plus que un enfant qui en mange pas. Donc c'est pareil, tout ça c'est régulé en fonction de ce que mange votre enfant. Mais en tout cas et parce que si on a trop de vitamine D, c'est pareil, il y a d'autres effets, négatifs. C'est pour ça que ça sert à rien de complémenter sans juste, analyser un peu ce que mange l'enfant. Mais ça peut être intéressant l'hiver, ça va vraiment également renforcer l'immunité. Ça a une action sur le stress, sur l'anxiété, sur la baisse de morale. La vitamine D, si vous en donnez à votre enfant, ça se prend au moment d'un repas parce que je vous disais, c'est une vitamine grasse et du coup pour être assimilée par l'organisme, il faut que ce soit assimilé avec du gras pour mettre tout le processus de digestion du gras en route. Voilà. Vous allez en trouver, je vous disais, dans le poisson, le lait, le beurre, le germe de blé et dans pas mal de végétaux frais.
Si vous avez des enfants qui mangent rien de tout ça, parce qu'ils n'en veulent absolument pas, ce qui peut arriver à 2 ans et demi quand on a la phase du non, ça peut être pas mal effectivement l'hiver de penser à complémenter en vitamine D, pour être sûr qu'ils aient pas de carence. Les apports hydriques, donc bien sûr, seule l'eau est indispensable, mais elle est indispensable, c'est pas que seule l'eau est recommandée, c'est que seule l'eau est indispensable. L'enfant n'a pas la sensation de soif, donc il ne réclame pas, jusqu'à 3-4 ans en général. Donc pensez à lui proposer régulièrement. Ce qu'on propose aujourd'hui aussi aux familles, c'est voilà, que l'enfant ait une petite gourde, avec laquelle il peut se balader, et comme ça, il pense de temps en temps à boire, et ça lui permet d'assurer cet apport. Et quand vous avez des fortes chaleurs, voilà, n'hésitez pas à insister sur les aliments riches en eau, donc donner un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, des compotes, où vous ajoutez vraiment de l'eau. Je vous parlais du lait entier tout à l'heure, voilà, n'hésitez pas à diluer du lait avec de l'eau. Les jus de fruits, alors enfin de temps en temps, pas de souci, juste pas quotidien. Il faut que ce soit 100 pur jus. Je vous disais fait à la maison, par exemple, pour du jus d'orange, ça a beaucoup d'intérêt. Dès que c'est industriel, pardon, je parle beaucoup trop. Dès que c'est industriel, il y a beaucoup moins d'intérêt. OK, donc ça peut être juste l'intérêt, festif et ça, il y a aucun problème, mais ça a moins d'intérêt nutritionnel en tout cas. Donc essayez de passer sur du jus 100 pur jus. Si vous l'achetez, essayez de passer sur du jus bio, pareil, hein, parce qu'on est sûr qu'au niveau des processus de fabrication, on a un peu plus de réglementation. À ne pas donner le soir, c'est bourré de sucre. Les sodas, donc tout ce qui va être Coca, Fanta, tout ça, on vraiment là pour le coup, autant je suis à dire beaucoup limité, ceux-là, vous les proscrivez formellement avant l'âge de 3 ans, d'accord? Faut imaginer qu'un verre de soda, c'est au minimum 4 carrés de sucre blanc, d'accord? Donc quand je vous disais les impacts hyper néfastes que ça pouvait avoir sur le cerveau des enfants, avant 3 ans, ça c'est vraiment, vraiment à proscrire au maximum, d'accord? Quand vous faites, une petite fête, bah, on met du jus de fruits, 100 pur jus si possible, ou en tout cas du jus de fruits, ce sera toujours moins pire que les sodas. Les sodas en plus c'est bourré d'additifs, c'est bourré d'édulcorants, vraiment pas bon pour la santé, donc habituez pas les enfants dès qu'ils sont petits à en boire, d'accord? À partir du moment où ils ont plus de 3 ans, pareil, de temps en temps, aucun problème. Quand c'est un anniversaire, quand c'est une fête, voilà, panique pas quand son enfant boit un verre de coca, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais par contre, déjà, vous étonnez pas qu'après, il soit un tout petit peu plus excité et voilà, que ce soit pas quelque chose de quotidien, que ça reste vraiment réservé au moment festif. Petite question et les bonbons? Exactement pareil, les bonbons avant l'âge de 3 ans, on proscrit formellement, éventuellement de temps en temps, des petits Smarties, mais à la limite, c'est tout, et après 3 ans, exactement pareil, ultra exceptionnel. Voilà, c'est compliqué de les éviter aujourd'hui, donc je vais pas vous dire, il faut absolument pas que l'enfant en ait parce que le but, c'est pas qu'il n'aille plus à aucun anniversaire de ses copains pour pas avoir de bonbons, mais vraiment, il faut que ce soit des choses exceptionnelles parce que de toute façon, c'est que du sucre. Ça n'a aucun intérêt nutritionnel chez l'enfant. À part que plus ils vont manger de sucre, plus ils vont être compliqués pour le reste parce que plus ils vont vouloir retrouver, cette sensation. Donc dans tout ce qu'on va ajouter à l'alimentation, donc je vous disais, on sale et on sucre le plus tard possible. Le sucre, on privilégie le sucre complet. Au niveau du sel, privilégié, il y a un sel qui s'appelle le sel rose de l'Himalaya. C'est ce sel-là, en fait, qui est complet et qui est aussi plein de vitamines et de minéraux. Voilà, donc si vous ça se trouve en magasin bio, ça, en général. Je pense que ça se vend aussi en grande surface dans les rayons bio. Voilà, si vous salez, n'hésitez pas à saler avec ça. Donc chez l'enfant, on évite de saler, mais même pour votre table familiale, je vous recommande celui-là, il est bien meilleur pour la santé. Et après, sinon, n'hésitez pas plutôt à ajouter tout ce qui va être épices, plantes pour aromatiser et apporter d'autres propriétés. Alors, je vous fais une liste qui est non exhaustive, mais tout ce qui va être fleur d'oranger, tilleul, camomille, mélisse, ça a vraiment des propriétés apaisantes chez les enfants. D'accord? Donc, fleur d'oranger, n'hésitez pas à en ajouter un petit peu dans les compotes. Heu, Dans tout ce qui va être voilà, par exemple, si vous faites une compote en faisant chauffer dans de l'eau, bah, hésitez pas à faire chauffer dans de l'eau avec un petit peu de tilleul, ce qui va faire que vous allez après, quand vous allez même mixer le fruit, vous aurez, les propriétés du tilleul. Tout ça, ça va apaiser les enfants, ça va les calmer, hem, donc ça peut aussi les aider à mieux dormir et à mieux se concentrer. Voilà. Et vraiment éduquer vos enfants à penser hygiène de vie avant de penser médicaments. Ça, c'est vraiment pour que je veux que vous compreniez que, voilà, l'enfant, dès qu'il est tout petit, il faut qu'il se dise: «Bah, quand je mange une orange, je vais être plein de vitamine C, je vais être en forme, ça va m'aider à pas être malade». Et c'est pas, quand je serai malade, je vais voir ce que je vais faire, en attendant, je fais pas attention. Et en fait, c'est bien, même s'ils passeront, par l'adolescence ou par les moments où ils feront plus attention à ça, c'est bien qu'ils grandissent avec cette notion-là, qui leur permet de se tourner d'abord vers les moyens naturels avant d'aller vers les médicaments. Même si on a des super médicaments aujourd'hui, ça a toujours des effets secondaires. D'accord? Donc tournez-vous voilà, éduquez-les vraiment dès qu'ils sont petits, à voir dans l'alimentation la base, base, base de leur santé. Alors, par rapport à tout ça, quand est-ce qu'on s'inquiète quand un enfant, a des voilà, des un comportement alimentaire particulier?
Donc on a beaucoup d'enfants vers 2-3 ans qui commencent à manifester leurs préférences alimentaires. C'est entièrement normal, d'accord? Un enfant qui refuse catégoriquement les légumes, qui déteste le poisson, qui déteste tout ce qui est rouge alors qu'il a 2 ans et demi, aucun souci, c'est logique, ne vous inquiétez pas, ça passera. S'il refuse catégoriquement tous les légumes, alors que vous avez essayé de mettre 1 milliard de choses en place, dans ces cas-là, vous pouvez proposer un petit peu de lait de croissance parce que je vous disais, c'est enrichi en vitamine C, mais sinon aucun intérêt. Voilà, tout ce qui est aliments qui refusent, essayez de faire des formes rigolotes, des découpages, voilà, où vous faites des plats préparés dans lesquels vous essayez un peu de les cacher. Enfin voilà, vous essayez de ruser pour essayer de faire manger des légumes aux enfants et il y a des moments, ils refusent catégoriquement. Bon, bah, il y a un moment, ils finiront par s'y faire, vous inquiétez pas, ils se laisseront pas mourir de faim. On met bien les matières grasses à chaque repas, heu, voilà, les aliments, vous passez vraiment sur du semi-complet. Au minimum, voire du complet. Ne pas forcer, je vous l'ai dit au départ, hein. Incitez vraiment les enfants à goûter quand même, ça c'est important, mais ne les forcez pas à manger, sinon ils risquent d'avoir une répulsion pour l'aliment après. Et faites attention aussi à pas diaboliser la soupe, à pas diaboliser les haricots verts en disant, si tu manges pas les haricots verts, tu n'auras pas le dessert». En fait, ça va renforcer chez l'enfant le fait que les haricots verts, c'est pas bon, ça a aucun intérêt, alors que le dessert, c'est trop bon, d'accord? Donc vraiment éviter de rentrer dans cette, démarche-là. Hem En parallèle, les enfants qui ont l'air de beaucoup trop manger, ou des enfants qui ont un gros poids, attention à pas faire de régime, mais à vraiment passer sur des bons aliments, d'accord? Donc on limite tout ce qui va être sucre rapide, on augmente tout ce qui va être, matières grasses, on passe vraiment sur du semi-complet, sur des aliments beaucoup plus rassasiants. On ne prive pas l'enfant, on fait pas rentrer l'enfant dans une dynamique de régime dès qu'il est petit. Vous êtes sûr de créer des troubles alimentaires par derrière, d'accord? Juste vous surveillez, vous, les apports, en particulier au niveau des sucres et surtout, 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 avant de jouer sur l'alimentation, vous jouez sur l'activité physique, d'accord? Les enfants, ils vont dehors, ils bougent, ils jouent, il faut absolument, absolument, absolument encourager ça, d'accord? Et on évite complètement, les activités, stand-by devant l'écran. On les met dehors et on les laisse jouer dehors et se bouger. C'est le premier régime. Voilà, un enfant, ça passe par le mouvement. Un enfant qui est immobilisé, il va pas être bien. Si vous avez un enfant qui mange trop aussi, il faut se poser la question de la qualité du sommeil, d'accord? Hein, parce que comme nous, quand on est fatigué, on peut avoir tendance parfois à avoir beaucoup plus envie de sucre. C'est exactement pareil chez l'enfant, s'il ne dort pas suffisamment et qu'il est fatigué, il va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie rapide et du coup, manger beaucoup plus. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on s'inquiète et qu'on pense à consulter quand on a un enfant qui a un comportement alimentaire particulier? Premier point, c'est la courbe de croissance, d'accord? Si vous avez peur que votre enfant ne mange pas assez ou qu'il mange trop, regardez sa courbe de croissance. Si elle suit la courbe normale, donc elle peut être en dessous ou au-dessus, je m'en fiche, tant qu'elle suit la courbe croissance normale du carnet de santé, aucune inquiétude, tout va bien. Vous avez peut-être l'impression que votre enfant ne mange rien. Tant qu'il suit la courbe, que ce soit au niveau du poids ou au niveau de la taille, tout va bien, on s'inquiète pas, d'accord? On s'inquiète quand on a d'un coup une stagnation qui s'installe dans le temps, d'accord? Bien sûr, si l'enfant il a été malade pendant 3 semaines, il va avoir une stagnation, d'accord? Ce qu'il faut, c'est qu'il rattrape par derrière. Mais si on a une stagnation qui dure quelques mois ou que d'un coup il prend énormément de poids, là, je vous invite à consulter, d'accord? Vous pouvez vous inquiéter quand vous avez un enfant qui en parallèle a énormément de troubles du sommeil. Donc là, on peut avoir, je vous disais, soit, un enfant qui a trop de sucre, soit il peut y avoir d'autres problèmes, type un reflux, hein, même chez les enfants un peu plus grands, ça arrive encore. On s'inquiète quand on a un enfant qui a une hypersélectivité dans le sens où il ne va manger qu'une seule couleur d'aliment ou qu'un seul type d'aliment. Je dis pas que c'est grave, mais par contre, c'est effectivement des situations dans lesquelles vous pouvez aller voir un professionnel juste pour être sûr qu'il y a rien d'inquiétant. D'accord? Encore une fois, ça, c'est des choses que je vous encourage à aller voir quelqu'un juste pour, voilà, vous-même être rassuré. Tout ce qui va être les enfants qui sont très agités, qui ont des difficultés d'apprentissage, s'ils ne sont pas mis énormément devant les écrans, ce qui entraîne aussi énormément d'agitation, mais s'ils ne sont pas énormément mis, devant les écrans, c'est pareil. Posez-vous la question au niveau de l'alimentation, est-ce qu'on a des choses qui sont vraiment adaptées à lui? Et après tout ce qui va être problème de peau type eczéma, les problèmes ORL à répétition, ça c'est pareil, on se pose la question de l'alimentation, hein. Je parlais des intolérances tout à l'heure, tout ça, ça peut entraîner ce genre de choses, hein. Je vous disais, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes pour l'immunité. Peut-être que l'enfant a certaines carences. Un enfant qui a beaucoup de caries ou de dents abîmées, normalement l'enfant il a pas des dents abîmées, quand il est petit, donc s'il commence à avoir des caries alors qu'il a encore des dents de lait, c'est un vrai souci. Ça, c'est un enfant qui mange vraiment trop de sucre, ou alors qui n'a pas assez de phosphore, pas assez de calcium et qui a pas des dents qui peuvent pousser correctement, donc ça veut dire qu'il ne l'assimile pas correctement. S'il a des ongles ou des cheveux qui sont abîmés, ça c'est pareil, hein, ça montre qu'il y a des choses qu'il assimile pas.
Et après, ça peut être tout simplement quand on n'a objectivement aucune raison, mais qu'en fait, vous avez quand même besoin d'être assuré que tout va bien pour votre enfant. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir un professionnel qui va vous dire par A plus B que tout va bien, que votre enfant grandit bien. Si vous avez besoin d'être assuré par rapport à ça, aucun problème. N'hésitez pas à consulter par rapport pour ça, OK? Tout ce qui va être autre problème médical, ça peut toujours s'accompagner d'un régime alimentaire adapté, d'accord? Hein, voilà, j'ai essayé de vous donner parfois quelques recommandations sur ce qui était vitamines ou minéraux. En fait, ils ont tous des propriétés très spécifiques. Chez un enfant en bonne santé qui mange de tout va très bien. Mais même chez un enfant qui a un problème de santé, il y a des choses qu'on peut essayer d'adapter peu à peu pour essayer de réguler tout ce qui va être, fonction immunitaire et métabolique. Je vous le redis, attention au marketing. Alors, je ne diabolise pas du tout ce qui est industriel, d'accord, hein, je ils font des choses très, très bien, mais toujours, voilà, aller vers les préparations pour les enfants, c'est moins sucré, il y a moins d'additifs, d'accord? Tournez-vous toujours par ça. J'ai vu une question passer, où est-ce qu'on les trouve? En vrai, aujourd'hui, dans toutes les grandes surfaces, d'accord? Que ce soit, le Lidl, le Leclerc, le Carrefour, vous aurez toujours des préparations pour enfants. Si c'est adapté aux enfants, normalement, ça suit une réglementation bien précise. OK? Vous allez dans les rayons spéciaux pour les bébés. Allez toujours au plus simple. Vous hésitez entre 2 choses, vous regardez la liste d'ingrédients, vous prenez la moins longue, d'accord? Moins il y a de choses dans ce que vous achetez, mieux c'est, d'accord? Donc ça, toujours, toujours, toujours le plus court, le plus simple. Privilégiez le surgelé aux conserves parce que les conserves, il y a beaucoup de sel dedans. OK et en fait, pareil, le la conservation sur le long terme va moins garantir les propriétés des aliments, d'accord? Alors que le surgelé, on a une meilleure conservation à ce niveau-là. Voilà. Faites attention vraiment à tout ce qui est promesse marketing, vraiment lisez les étiquettes, d'accord? Donc je vous ai parlé de la quantité, de sucre pour 100 grammes, je vous ai parlé de la liste d'ingrédients. Voilà, c'est pas parce que c'est marqué, riche en vitamine A, que c'est une vitamine A qui a pas été ultra transformée, et que c'est une vitamine A qui a un vrai intérêt pour l'enfant. Voilà. Attention aussi, dites-vous que les enfants prennent exemple sur les parents, d'accord? Donc faites vraiment du repas, il faut que ce soit un moment convivial, hein, c'est pour ça que je vous parlais des écrans. Valoriser les aliments pour vraiment les inculquer, cette espèce de démarche santé par rapport à l'alimentation. Et voilà, que ce soit un moment sympa, donc même s'ils mangent un peu avant vous, restez avec eux. Ça dure 10 minutes, le repas d'un enfant, c'est pas très long. Voilà, parlez avec eux à ce moment-là, vous cuisinez, vous faites autre chose, mais voilà, parlez de ce qu'il y a dans son assiette. Apprenez-le à vraiment prendre conscience de ce qu'il est en train de manger et pareil, quand vous êtes à la table familiale, et bah, faites en sorte que l'enfant partage du coup votre repas, au maximum. Je vous l'ai dit, si vous êtes inquiet, vous hésitez pas à consulter, d'accord? Parce que vos inquiétudes sur l'alimentation de l'enfant vont avoir un impact sur votre enfant. Si vous êtes stressé par rapport à ça, c'est un enfant qui va développer, un comportement alimentaire particulier, d'accord? Donc si vous sentez que ça vous angoisse, aucun problème, ça peut arriver, quelles que soient les raisons. Hésitez pas à aller consulter quelqu'un, soit pour être rassuré, soit pour être guidé. OK? Tournez-vous toujours vers des personnes qui vous rassurent, d'accord? Attention aux personnes qui vont vous inquiéter, voilà, faites attention à ça. Pareil, je ne l'ai pas dit, mais je le dis à la fin, c'est bon, je vais revenir après. Donc allez au plus simple pour les ingrédients, je le dis et je le redis. Attention à la cuisson aussi et à la conservation des aliments, d'accord? Hein, les modes de cuisson et de conservation, ça tue les propriétés. Pour ça que le 100 industriel, c'est pas forcément adapté. Donc si vous détestez cuisiner, pas de problème, tournez-vous vers les produits petite enfance, mais donnez en parallèle des morceaux de fruits, des morceaux de légumes crus, d'accord? Mais qui permettent quand même à l'enfant d'avoir des choses, non transformées. Si vous avez des soucis avec, voilà, parce que je sais qu'on a pas mal de crèches là qui regardent. Si vous avez des problèmes avec le mode de garde de l'enfant et que l'alimentation au niveau du mode de garde ne vous convient pas, c'est pareil, vous faites un point, de manière, voilà, pas du tout conflictuelle avec, la direction, avec ce qui se passe. De ma Pas hésiter à demander l'intervention d'un tiers. Voilà, les crèches aujourd'hui, elles ont des référents santé. C'est des choses avec lesquelles sur lesquelles vous pouvez aussi discuter, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec l'alimentation de l'enfant à la crèche, histoire de rassurer tout le monde et que tout se passe bien. Je vous ai parlé de la vitamine D en apport en plus de l'alimentation de l'enfant. Attention, attention, attention aux autres compléments alimentaires, d'accord? Tout ce qui va être probiotiques, oméga 3, vitamines, voilà, il y a un milliard de choses. Ça peut être très utile dans certaines situations. Ça peut être très utile pour certains enfants qui mangent pas de tout, qui ne mangent pas de tout, qui ont parfois, voilà, des rapports à la nourriture un peu compliqués. Je vous disais, hein, à l'âge de 2-3 ans, parfois, on a vraiment des refus alimentaires catégoriques sur certains trucs. Ne vous amusez pas à complémenter vos enfants de vous-même.
sans vous être assuré soit auprès d'un professionnel qualifié, soit en faisant des recherches par vous-même, que c'est utile, d'accord? Parce que c'est comme pour tout, je vous disais, le sucre en excès, c'est mauvais, les compléments alimentaires en excès, c'est mauvais et ça a pas forcément d'intérêt, d'accord? Donc attention aussi à ça. Le marketing, il existe aussi aujourd'hui dans tout ce qui va être, en vente en parapharmacie, produits miraculeux, censés, tout guérir. Si je vous dis qu'on évite les médicaments, on est censé aussi éviter les compléments alimentaires, sauf situation particulière. Voilà, ça fait pile poil 1 heure et quart. J'ai terminé. Alors, moi, j'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Je vais remonter les questions, mais je crois qu'il y en a eu beaucoup. Alors, je vais essayer de passer, rapidement sur certaines. Alors, les questions individuelles, je ne vais pas y répondre directement. Quand c'est des questions, personnelles, notez l'adresse mail ou le numéro de téléphone et vous demandez mon contact. Et comme ça, moi, voilà, ils vous donneront mon contact et vous me contacterez directement. Ce sera plus simple. Hem, alors les diapos après la réunion, vous allez recevoir automatiquement le replay, d'accord? Sachant que les diapos, moi, je l'avais fait plus pour une trame, donc je pense que sans mes explications par derrière, tout n'est pas toujours très clair. Les fromages frais aux fruits sans sucre ajouté, oui, 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 si vous avez pas de sucre ajouté, il y a aucun problème. S'il y a juste les sucres naturellement présents dans les fruits, oui, c'est OK, d'accord? Hem, Pourquoi pas le miel avant 1 an? Parce que vous avez un risque de botulisme. Alors attendez, il est tard, je ne veux pas me tromper dans ce que je vous raconte. Mais en tout cas, vous avez un risque infectieux dans le miel et du coup, on demande de ne pas le donner avant 1 an parce que le système immunitaire de l'enfant n'est pas forcément prêt à assimiler certaines bactéries. Botulisme, voilà, merci à la personne qui a répondu à ma place. Le sirop d'érable, c'est mieux ou pas? Oui, le sirop d'érable, c'est bien. Pareil, on fait attention à pas trop en mettre parce que c'est au niveau du goût du sucre que c'est pas terrible, mais sinon c'est très bien, effectivement. L'eau pétillante pour les enfants de moins de 3 ans, c'est pas bon ou pas mauvais, c'est juste que comme il y a du gaz dedans, vous risquez d'avoir des enfants qui font du coup de l'aérophagie, donc qui ont mal au ventre, qui vont plus, qui peuvent avoir plus de paix. Donc il y a aucun problème si, ils arrivent, s'ils la boivent et que ça leur fait pas mal au ventre. Faut pas donner que ça, bien sûr, mais s'ils la boivent et qu'il leur fait pas mal au ventre, de temps en temps, oui, pas de problème. Hem, Migration de plastique vers les aliments, j'en ai pas parlé, je vous le dis juste, ça, c'est au niveau de prévention un peu générale. C'est tout ce qui est chaleur qui va faire que le plastique migre vers les aliments, d'accord? Donc on ne réchauffe pas les Tupperware en plastique, on ne réchauffe pas les barquettes en plastique au micro-ondes, on enlève ce qu'il y a dedans et on met ça dans une assiette. Encore une fois, vous êtes en voyage, c'est exceptionnel, aucun problème, il faut juste pas que ça devienne quotidien. Pareil avec les bouteilles d'eau, hein, ça j'y pense aussi. Attention à pas laisser les bouteilles d'eau, au soleil, le plastique migre dans l'eau. Voilà. Dans les boîtes enfin toutes les boîtes de déjeuner, à partir du moment où vous êtes pas sur des boîtes en verre, même si vous êtes sur des trucs, sans BPH, je sais pas quoi, dès que c'est chauffé au micro-ondes, vous avez une migration du plastique dans l'alimentation. D'accord? Donc exceptionnellement, aucun problème, c'est la répétition qui devient un problème. Mais si c'est quelque chose de quotidien, sortez le plat de la boîte et vous faites chauffer dans une assiette. Autre huile de cuisson que Coco a conseillé, ça va être toutes les huiles, qui sont plutôt solides ou alors, l'huile d'olive, c'est possible si vous faites pas, chauffer trop fort. En fait, il faut pas que ça se soit frit, d'accord? L'huile d'olive, s'il y a pas de friture, il y a aucun problème. Après, vous pouvez mettre aussi un petit peu de beurre, hein, c'est pareil, c'est une huile dure. Voilà, je vous dis l'huile de coco parce que c'est la plus classique, les autres sont plus compliqués à trouver. Mais tout ce qui va être huile dure comme la coco, aucun problème. Cuisiner d'avance et congeler, oui, hein, la congélation, je vous dis, c'est un bon mode de conservation, meilleur que les conserves. Après, ça reste pas du frais, donc aucun problème, mais donner en parallèle, au moins de temps en temps, des fruits et des légumes frais. Voilà, j'ai fini les questions. Allergique aux poissons, quoi donner à la place? Si vous donnez, de la viande, des œufs, et d'autres choses en parallèle, et d'autres protéines animales, aucun problème avec l'allergie aux poissons. S'il mange de tout le reste, et bah, juste il a pas de poisson et ça ira très bien. Les céréales à diluer dans le biberon, est-ce nécessaire? Non, de base, non, sauf quand vous avez des enfants qui mangent pas beaucoup, des enfants qui dorment pas du tout la nuit parce qu'ils ont faim. Là, on se pose la question. Sinon, non. Les céréales à diluer, c'est forcément comme c'est à diluer, c'est forcément extrêmement transformé pour que ce soit très, très, très fin.
Donc pareil, ça apporte pas mal de sucre. Donc s'il y a pas d'intérêt, c'est pas du tout nécessaire. Voilà. Après, ça peut servir chez des enfants qui ont faim, des enfants qui mangent pas beaucoup, des enfants qui se réveillent la nuit parce qu'ils ont faim, des enfants qui mettent du temps à se diversifier. Ça peut avoir un intérêt. Par contre, c'est pas indispensable. Là, le replay, oui, bah, je pense que vous aurez le lien et de toute façon, sinon je peux vous l'envoyer le lien. Donc pareil, vous envoyez un mail à l'adresse qui est là, je peux vous l'envoyer. Les cracottes, c'est bon, alors c'est comme les galettes de riz, c'est très transformé, c'est très soufflé, c'est pas top, mais il vaut mieux donner ça que, des biscuits Lus, par exemple, d'accord? Hein, les cracottes nature, souvent quand vous les donnez à l'enfant, de toute façon, il met beaucoup de temps à le manger, donc il en aura une toute petite quantité, parce que le temps qu'il croque, qu'il avale, qu'il donc il y a aucun problème si vous en donnez un petit peu de temps en temps, c'est beaucoup moins pire que le reste. Pareil les cracottes, vous avez aujourd'hui des cracottes à base de blé complet. Alors je me tourne vraiment là-dessus parce que faut vous dire que les sols aujourd'hui sont de plus en plus abîmés, donc les farines blanches sont vraiment de moins en moins intéressantes au niveau nutritionnel. Donc tournez-vous de plus en plus vers le semi-complet pour l'instant. Biberon lait 2e âge à 1 an le soir, qu'en pensez-vous? Ça j'ai dit oui, les situations, individuelles, je peux pas y répondre, je suis désolée parce que ça va dépendre de pas mal de choses. Donc j'ai un peu de mal à vous donner la réponse là. Collation de matin, cracottes, fruits, c'est OK? Oui, je sais pas quel âge a votre enfant. De base, là, comme ça, aucun problème. Un produit laitier le matin, c'est pas mal aussi. Mais pareil, situation individuelle, c'est compliqué de vous donner une réponse sans avoir la totalité de la situation. Le coucher de bébé, bah, écoutez madame, vous m'enverrez un mail, d'accord? Il y a du sucre ajouté dans les cracottes, ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Voilà, par exemple, le pain des fleurs, mais qui se trouve surtout en magasin bio, fait effectivement des cracottes sans sucre. Eau du robinet ou eau du bib, je ne rentre pas dans ce débat. Moi, j'ai un petit côté écologique qui fait que si l'eau, elle est adaptée aux enfants, je préfère largement l'eau du robinet, qui n'est pas forcément idéale, mais en fait, l'eau en bouteille n'est pas forcément idéale non plus. Juste quand vous passez sur de l'eau en bouteille pour les enfants, vérifiez que vous avez bien le label, adapté aux enfants. Donc par exemple, j'y pense parce que je vois Cristalline. Cristalline, c'est, une marque d'eau, mais avec différentes sources et vous avez des sources d'eau cristalline qui sont adaptées et d'autres sources qui ne le sont pas. C'est pas comme l'eau Evian. L'eau Evian, toutes les eaux viennent de Evian-les-Bains. Donc toute l'eau Evian est adaptée aux enfants. Mais dans les cristallines, ça va vraiment dépendre des sources. Donc quand vous prenez de l'eau en bouteille pour les biberons, vérifiez bien que c'est adapté aux enfants. Ça, c'est une question de richesse minérale de la bouteille. Si vous avez des eaux qui sont très riches en minéraux, ça va abîmer les reins. Et là, du coup, je fais juste un aparté sur l'épar. Attention à l'épar chez les enfants constipés. L'épar, ça doit rester exceptionnel parce que pareil, ça abîme les reins. Et je vous dis pour la constipation, il y a plein d'autres choses à mettre en place. Un enfant qui refuse les petits morceaux, et bah, continuez juste à lui donner de la purée pour l'instant. C'est peut-être qu'elle est pas prête à prendre, des morceaux. Elle a 13 mois, elle est encore petite. Ne la brusquez pas. Le jour où elle voudra faire comme papa et maman, elle prendra des morceaux. Zéro inquiétude là-dessus. Œufs brouillés, c'est bon, c'est très bien. Au petit déjeuner, tout ce qui est pain au lait et brioche, est-ce trop de sucre? Oui, honnêtement, oui. Voilà, pareil, exceptionnel. Voilà, le dimanche, si vous voulez, parce que papa et maman aussi ont un bon petit déj. Mais sinon, au quotidien, non, pas pain au lait et brioche tous les matins. Ou brioche maison à la limite, parce que du coup, vous pouvez surveiller ce que vous mettez dedans et mettre moins de sucre. Mais brioche industrielle, non. Le lait de brebis peut-il remplacer le lait 3e âge? Oui, bien sûr. Le replay, vous le recevrez à la fin. Par quoi remplacer les céréales dans le biberon pour un enfant? Par du pain, tout simplement. 18 mois, il est grand, hein, il doit manger du pain ou, par, une bouillie avec, des flocons d'avoine ou de la farine d'avoine, d'accord? Hein, parce qu'on, voilà, faut regarder un peu comment faire des bouillies. Pourquoi les protéines le midi et pas le soir? Parce qu'on met du temps à les digérer et que souvent, du coup, ça peut perturber le sommeil de l'enfant, la digestion des protéines. Donc c'est pour ça qu'on les recommande de manière générale le midi, souvent parce que c'est aussi le repas qui est le plus complet. Après, s'il a pas eu de protéines à midi, vous pouvez en donner le soir, il y a pas de souci. Collation cracottes fruits pour la crèche où je travaille, c'est déjà beaucoup moins pire que les gâteaux fruits qu'on a dans énormément de crèches. Est-ce qu'on peut donner de la vitamine D avant le biberon du matin? Plutôt après, du coup, ça a plus d'intérêt ou vous le mettez directement dans le biberon d'ailleurs, hein, ça va se mélanger. Mais sinon, en soi, oui, vous pouvez donner avant si l'enfant la prend avant, c'est juste que c'est pas très, très bon, c'est pas forcément très agréable, donc j'aurais plutôt tendance à le dire après.
Quoi donner à la place de l'eau épar pour la constipation? Je vous fais pas de réponse toute faite là, parce que ça dépend d'énormément de facteurs pour la constipation, donc je peux pas trop vous dire. Essayez de voir, déjà en augmentant tout ce qui est matière grasse, en donnant du semi-complet. Je sais pas si c'est déjà ce que vous faites, mais déjà commencez par ça, en augmentant les légumes, les fruits, semi-complet matière grasse. Essayez de voir déjà si ça règle pas le souci. Et si ça règle pas le souci, je peux pas trop vous donner de réponse, là parce que c'est pareil, c'est une situation individuelle. Lait de coco ou chèvre peut remplacer le lait de vache? Alors, le lait de, coco, peut remplacer le lait de vache, si en parallèle oui, en fait, il faut voir en apport de calcium. Je ferai un webinaire spécifique pour les enfants intolérants aux protéines de lait de vache, d'accord? Là, c'est un peu compliqué. Chèvre, aucun problème, d'accord? Si vous remplacez le lait de vache par du lait de chèvre, vous faisait du lait de brebis, le lait de brebis, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous remplacez le vache par du lait de brebis, aucun problème. Si c'est du lait de coco, il faut juste vérifier les apports à côté. Je peux pas vous répondre là. Vitamine D directement en bib du matin, j'ai répondu. Beaucoup de fromage et peu de légumes. Oui, vous pouvez peut-être essayer de limiter sa consommation de fromage, à voir aussi la quantité de protéines et de produits laitiers qu'il mange à côté. Voilà. J'attends encore, il est 22. Je vais attendre encore 3-4 minutes et après je vais arrêter. Pommes potes, moi, c'est juste un côté écologique parce qu'il y a beaucoup de plastique, mais sinon aucun problème. Vous les prenez sans sucre ajouté. Juste d'accord, quel que soit l'âge, hein, dès l'introduction enfin, dès la diversification alimentaire, juste sans sucre ajouté. Faites extrêmement attention à ça. Sur la marque Pommes potes, c'est des boîtes qui sont bleu ciel. Voilà. Cacahuètes et fruits secs avant 3 ans, oui, juste attention au risque d'étouffement et juste attention aux terrains allergiques chez certains enfants. Donc, juste assurez-vous qu'il en a déjà pris et qu'il va pas faire de réaction allergique. Attention à tout ce qui va être risque, d'étouffement. Je dis ça parce que je sais que c'est une professionnelle de crèche qui me le dit. Donc juste, faites attention à ça. Voilà. Brossage de dents, s'il vous plaît, à 14 mois, bah, initiez-les dès qu'ils sont petits, hein, pour le brossage de dents, je vais pas trop, en parler là, mais en fait, si vous les faites jouer un petit peu avec la brosse à dents, nous, ce qu'on dit souvent aux enfants, c'est de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, faire un peu, voilà, une petite comptine comme ça, pour peu à peu les initier à ça. Quel est votre métier? Je suis infirmière puéricultrice et j'accompagne des crèches. Purée d'oléagineux, aucun problème, si, pas de risque allergie si pas d'allergie chez votre enfant. À l'âge de 13 mois, pas de souci. Quelles huiles peut-on chauffer? Ça, je vous l'ai dit, hein, les huiles qui sont dures, donc type, huile de coco, le beurre, l'huile d'olive si c'est une cuisson douce. Et oui, je suis effectivement naturopathe, merci. Naturopathe et je suis formée en micronutrition aussi, d'où le fait que je fais aussi beaucoup d'apartés là-dessus. Voilà et je vais vraiment être obligée de vous laisser parce que je vais me faire taper sur les doigts par mon travail si je reste trop longtemps. Hem, Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Ah oui, il y a eu 2 autres questions que j'ai pas vues, attendez. Vitamine D, ça je l'ai déjà dit. Remplacer le poisson, j'ai déjà dit. Ah bah, en fait, c'est bon, j'avais tout répondu. Ça, c'est parfait. OK, voilà. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.